Mais je suis très très heureux d'être là ce soir. Et je suis encore plus heureux de rencontrer le collectif qui lutte contre le gaz de couche, qui va bientôt être chez vous, comme chez nous. Et je vous conseille fortement de rejoindre ces gens-là qui se défoncent pour que quelque part le sol de notre terre demain ne soit pas complètement pourri. Ce qui risque d'arriver à cause de quelques profiteurs qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est faire du pognon sur notre dos. Juste une aparté, hein, le gaz de couche, gaz de schiste, huile de schiste, c'est exactement la même chose. C'est un truc immonde, dont on n'a pas besoin, où on va vous manipuler l'année prochaine en vous faisant croire que ça crée des emplois, en vous faisant croire que ça crée des richesses, en vous faisant croire que ça va nous permettre d'avoir moins de factures énergétiques à payer. Tout ça, c'est des mensonges. Ça rapporte uniquement du pognon à quelques personnes, et ça détruit complètement l'ensemble de la Terre. Moi, je suis plus spécialiste sur l'huile et gaz de schiste. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que la fracturation hydraulique, ça marche que 10 ans. Les mecs repartent. Et par contre, on a 900 à 1000 années de pollution de la terre, de l'eau et du sol. C'est à peu près pareil pour le gaz de couche, hein, je me cours pas. Battez-vous. Ouais, il n'y a pas de fracturation hydraulique, c'est la différence. Mais battez-vous, parce que si vous ne vous battez pas, ils vont le faire. Et dites-vous bien que ce n'est pas au bénéfice du peuple, c'est au bénéfice de quelques financiers qui, après, eux, vont se casser. Et ceux qui vont rester pleurer, c'est nous. Donc ils sont là, moi je suis très heureux de l'être, très fier qu'il y ait des gens qui se battent encore. Pardon. Mieux là. Il y a des problèmes de réglage, hein, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Tu me dis quand on est marre. Donc je vais laisser la parole à l'association qui me reçoit, qui sont aussi des gens hyper dynamiques. Et je suis très très fier d'être chez vous ce soir, en Moselle. C'est la première fois que je venais. Et je suis très très fier de rencontrer des gens encore qui se défoncent, qui montent des associations et qui ne sont pas dans le système d'indifférence globale que je vois souvent, où on s'occupe uniquement de sa petite gueule et on ne s'occupe pas des voisins. Moins on fera de vivre ensemble, moins les gens se battront pour la cause commune, plus, quelque part, on va vers la catastrophe. Mais je vais vous en parler tout à l'heure à travers ces luttes. Je laisse la parole à l'association qui me reçoit. Bien, mesdames, messieurs, je me présente, je suis Domagala Lucien, président de la CPN depuis quelques mois seulement. Enfin, je milite depuis 8 ans, depuis la création. Et comme dit Philippe, moi je suis très heureux de voir le public aussi nombreux ce soir qui s'intéresse à cette affaire. Dont ils vont vous parler tout à l'heure, vous connaissez plus ou moins le sujet. Vous êtes tous des contribuables, donc tous concernés, aussi bien du pays naborien que d'ailleurs. Hein. Donc, je vous remercie d'être venus et je passe la parole au vice-président qui présente l'association. Bien, bonsoir, merci d'être là, aussi nombreux. On est ravis. Donc, l'ACPN, comme l'a dit Lucien, existe depuis 2008, l'association des contribuables du pays naborien. Donc, vous êtes tous au courant qu'on a porté plainte contre le maire de Saint-Avold. Hein, c'est paru dans la presse, on a fait une conférence de presse. Simplement, Philippe va plus tard vous expliquer un petit peu comment il voit les choses, mais c'est vrai qu'on est très près de son raisonnement et il faudrait que beaucoup de gens nous rejoignent. On a besoin vraiment que les gens s'intéressent tout simplement à la vie publique et tout simplement, le plus bêtement possible, à la démocratie qui est en danger chez nous et partout. Donc, je ne vais pas faire long, je sais que Philippe a beaucoup de choses à vous dire. Vous avez une petite boîte là-bas. Bien sûr, quand on fait des procès aux puissants, on doit toujours payer, c'est nous qui payons le plus cher. Si vous voulez faire un petit don, voilà, ça nous fera toujours plaisir et ça nous permettra de continuer nos procès et voilà, d'aller jusqu'au bout. Voilà, je vous remercie, je passe la parole à Philippe. Et puis, écoutez-le bien parce que c'est un mec super. Voilà, quand on dit ça. Bien, on m'entend là, c'est bon. Donc par quoi je vais commencer? Ah oui, je commence toujours par la même chose, c'est simple. Donc j'ai fait le coup de la D-série, toujours personne ne lève la main, c'est sûr. Hein, parce que tout à l'heure, il sera trop tard. Je suis pas payé par les Russes. Je suis pas payé par la CIA. Je travaille pas pour les extrêmes. Et je gagne 1 euro par livre. Je pose ça sur la table, parce que ça évite tout de suite les gens qui disent que je crache dans la soupe, qu'en fin de compte je travaille pour le Front National ou pour d'autres extrêmes. C'est pas le cas. Je pars du principe au contraire que plus on est transparent, moins les gens peuvent abuser. Plus on saura les choses sur les élus, sur la politique, moins
ces gens pourront franchir la ligne rouge. Donc par quoi je vais commencer aujourd'hui? Comme j'ai fait ce matin, je vais commencer par un truc vachement simple. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes en démocratie? Non. Parce qu'officiellement, on y est. Pseudo-démocratie. Officiellement, on est dans une démocratie. Moi, je lis la presse, je lis tout, et partout, il est marqué qu'en France, nous sommes dans un pays démocratique. Eh bien, très honnêtement, plus j'avance dans mes recherches, plus j'avance dans ce que j'appelle soulever le tapis, et bien plus je découvre des choses. Par contre, j'ai découvert un truc là qui va sortir dans le 4e livre que je sors le 16 mars. Je vous le conseille, je connais l'auteur, il est sympa. Qui va s'appeler « Allez presque tous vous faire 3 points de suspension ». J'ai découvert par exemple qu'il y avait des sénateurs qui étaient élus avec 11 voix. 11 voix. Et plusieurs. Hein. Est-ce que c'est ça la démocratie? Par contre, partout, on vous annonce, pour ce sénateur, qu'il a été élu avec 78,36% des voix. Et quand je soulève sous 78, ça représente 11 voix. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça la démocratie? J'en suis au stade où j'en suis dans mes recherches, j'arrive à découvrir, et ce que je vous le dis, ce que je dis est factuel, je n'ai rien inventé. Tout ce que je vous raconte, je l'ai découvert, je l'ai recoupé, je l'ai vérifié. Dans mes 3 livres, j'ai 1200 noms. Je m'ai défait. J'ai eu un seul procès. Et encore, j'ai eu un procès parce que j'ai fait une erreur. C'est-à-dire que sur celui-là, du Goudron des Plumes, à la page 264, il y a un monsieur, maintenant je lui fais de la pub, vu qu'il m'a fait un procès, je ne vais pas me gêner. Donc c'est l'ex-premier adjoint de la mairie de Nice, monsieur K, qui avait quand même fait quelques petits trucs, un détournement d'argent, placer sa famille, j'en passais des meilleurs. Mais il se trouve, bah oui, les 2 lignes sont effacées. Il se trouve que je lui ai attribué, comme j'étais fatigué, je bosse tout seul, et il devait être 2 heures du matin. Il passait en procès avec d'autres gens, et je lui ai attribué une condamnation qui n'était pas à lui. Ben si, j'ai mis les siennes, mais j'en ai mis une de plus. Donc du coup, il m'a fait un procès, il me demandait 50 000 €, etc. Enfin, je ne vous explique pas, c'est pas mûr. Donc j'ai fait rentrer les 15 000 livres en 48 heures. On a stabilo-bossé les 2 lignes en cause, et j'ai fait renvoyer tous les livres. Autant vous dire que sur ce livre-là, je ne vais même pas gagner 1 €. C'est clair. Mais j'assume. J'ai fait une connerie, et je vais perdre le procès en diffamation. Je ne vais pas payer 50 000 € quand même. Mais c'est la seule erreur que j'ai faite sur 1200 noms. Donc tout ce que j'ai mis est crédible. Tout ce que j'ai mis est vérifié. Je n'ai rien inventé. Je n'ai pas fait toutes les grandes émissions politiques françaises, puisque j'ai juste fait Bourdin, radio qui a été filmée, et le grand journal 2 minutes. On en est quand même sur les 3 livres à 120 000 exemplaires. Donc je me place dans les 5 meilleures ventes des livres politiques vendus en France en 2016. À un tel point que l'Express, qui fait, on m'entend toujours, qui fait un dîner tous les ans avec les 10 meilleurs auteurs d'essais politiques en France, ne sait pas comment ne pas m'inviter. Ils sont bien emmerdés. J'aurais été le 10e, mais le 5e, ils ne savent pas comment ne pas m'inviter. Et pourquoi ça marche? Parce que ce que j'ai écrit, c'est vrai. Monsieur Valls, Manu, si tu m'écoutes, il ne supporte pas quand je dis ça. Lui, il est passé dans toutes les télés, il a vendu 4000 livres. Thévenoud, qui est aussi passé dans toutes les télés, en a vendu 3000. Ségolène Royal, 226. Christine Boutin, 80. Je le dis doucement parce qu'à chaque fois que je dis ça, elle pleure. Donc et ils ont fait toutes les télés, ces gens-là. Mais moi, ce que je marque là-dedans, c'est pas du faux. Ce que je voudrais, en plus, c'est que ça change. Et la meilleure façon que ça change, c'est que vous soyez au courant. Or, la plupart des gens pensent que tout va bien. Que, en fin de compte, c'est pas si grave que ça. Si, c'est grave. Si, c'est grave, je dis, parce que par exemple, je vais vous démontrer par A plus B que les élus aujourd'hui ne sont plus représentatifs des populations. Vous connaissez M. Hérault? Jean-Marc, ouais. Qui est dans mes livres d'ailleurs. Il avait détourné 2 millions d'euros, et en collaboration avec la mafia, l'ex-premier ministre. Mais il a fait faire effacer de ça son casier judiciaire. Et donc, quand il est redevenu ministre des Affaires étrangères, il y a une dame qui s'est présentée comme suppléante pour prendre la députation. Est-ce que vous savez avec quel pourcentage elle a été élue?
1,2 électeurs sur 10. 1,2 électeurs sur 10. Ces gens, aujourd'hui, sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Et on ne s'en rend pas compte. Sur les dernières élections municipales, 2014, c'est pas loin, les 30 plus grandes villes de France, nous, on a répertorié les choses avec des amis. Les 30 plus grandes villes, il n'y en a pas une qui a été élue avec plus de 2 électeurs sur 10. Plus de 2 électeurs sur 10. Les gens aujourd'hui, les élus aujourd'hui sont légalement élus, mais sont plus représentatifs de la population. On rentre tout de suite dans le débat. On va parler du conseil régional. Vous connaissez le conseil régional? Vous savez, c'est ce truc-là où il y avait 22 régions, et où on est passé à 13 pour faire des... Oui, c'est ça. Chaque fois, j'ai du mal à le dire quand c'est des économies. C'est dingue, hein? Et c'est ce truc-là où à 2 h du matin, un type qui s'appelle Carlos da Silva, que je connais personnellement, hein, et je l'ai vu haut comme ça, suppléant de M. Manuel Valls, a fait passer un amendement en douce, où il passait de 22 à 13 régions, mais il gardait exactement le même nombre d'élus. Moi, j'ai été conseiller régional. Hein. J'étais président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur l'Île-de-France. Quand on garde le même nombre d'élus, je sais ce que ça veut dire. Même nombre de bagnoles, même nombre de bureaux, même nombre de secrétaires, même nombre d'argent qu'on donne au groupe. C'est pour qui les économies? Et ils gagnent plus cher, mais j'allais y venir. Si tu commences à m'interrompre avant que je coupe, je vais jamais en sortir. Et en plus, ces gens-là, non seulement ils font ça, mais la première séance du conseil régional, la plupart des assemblées délibérantes se sont augmentées de 40 à 70%. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et en plus, en nous disant, et les gens l'ont gobé, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, c'était la loi. J'ai du mal à comprendre qu'ils ne fassent pas la même chose avec le SMIC. Leurs indemnités de 40 à 70% d'augmentation. Il y a une seule collectivité qui, elle, n'est pas augmentée et restée au même niveau. Ces gens-là se moquent de nous. Mais le plus beau de l'histoire, c'est que, est-ce que vous savez avec quel pourcentage ont été élus les conseillers régionaux? Tiens, c'est pas loin les enfants, et mars 2015. Vous savez pas? Je vous le dis? Alors, ils ont été élus avec 3,8% des exprimés. 3,8% des exprimés. Je peux vous assurer que ça fait pas lourd. Je vous explique? Allez, 60%, 100% d'inscrits, d'accord? On va faire à la louche. Hein. Grosso merdo, 60% d'abstention. Ça nous donne donc 40% de votants. D'accord? Sur ces votants, toujours à la louche, on va retirer 2% de blancs et de nuls. Vous savez, les fameux blancs et les fameux nuls, qui soi-disant sont un progrès pour la démocratie. Ça, c'est ce qu'on nous a servi en 2014. Il y a plein de gens qui l'ont cru. Si, c'est vachement bien maintenant. Avant, il y avait une colonne où ils mélangeaient les blancs et les nuls. Maintenant, il y a 2 colonnes. C'est le progrès démocratique qu'on nous attendait. Il y a les blancs, il y a les nuls. Ils sont comptés, mais ils ne sont toujours pas comptabilisés dans les exprimés. Sauf qu'on s'est arrangé pour dire que c'est un progrès. Alors, on retire les blancs et les nuls, disons 2%. Donc 40% de votants, moins 2% de blancs et de nuls, ça fait donc 38% d'exprimés. Tout le monde suit? Mais nous sommes dans une élection où ils ont passé une petite loi sympathique. Où? C'est moi qui souffle comme ça? Oui, c'est toi. Putain, là, je fatigue. Hein. Où, au deuxième tour, n'ont accès au deuxième tour que les gens qui ont fait plus de 10% des exprimés. Vous me suivez? 10% de 38%. Ça fait 3,8%. On y arrive. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que nous sommes dans une élection à la proportionnelle. Donc les 7 ou 8 premiers de chaque liste des partis dominants. Je dis bien des partis dominants parce que dans ce genre d'élection, malheureusement maintenant, tous les gens un petit peu en dehors des clous, tous les gens qui sont un peu autrement n'ont plus aucune chance. Donc les 2 ou 3 partis dominants, qui ont donc leurs 7 ou 8 candidats dans les premiers de liste, quand ils arrivent au deuxième tour, avec 3,8% des exprimés, ils sont sûrs d'être élus. Puisque ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'au deuxième tour, on ne vote pas pour les 7 ou 8 premiers.
on vote pour le 9e, le 10e ou le 11e. On vote pour ceux qu'on rajoute en plus sur les 7 ou 8 premiers. Est-ce que ça y est, vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont dans les 7 ou 8 premiers de chaque groupe dominant sont sûrs d'être élus au deuxième tour avec 3,8% des exprimés. Ces gens, une fois de plus, sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Et on nous fait avaler que c'est légal, que c'est normal, que c'est la démocratie. Est-ce que vous pensez que vraiment avec les chiffres que je viens de vous donner, qui sont des chiffres factuels? Et encore, quand je dis 3,8% des exprimés, il faut que vous sachiez qu'en France maintenant, il y a plus de 6 millions de personnes qui ne sont pas inscrits ou qui sont mal inscrits. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas voter. Donc si je rajoute en plus ces 6 millions de personnes qui sont dans le cloud, on tombe à moins de 3,8%. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Eh bien, c'est ce qu'aujourd'hui, on nous présente. Et moi, en faisant les calculs, je suis arrivé, et encore une fois, vous le verrez dans mon 3e bouquin, parce que c'est vraiment, dans le 4e, c'est dedans, à ce qui est aujourd'hui 90% de gens qui n'ont pas voté pour la personne qui est élue. 1 sur 10 permet à des candidats d'être élus et de nous représenter. Parce qu'en plus de ça, ces gens nous représentent. Moi, j'ai l'impression que quelque part, la démocratie en France est en train de foutre le camp. Et que quelque part, on s'en rend même pas compte. Parce que quand je dis ça aux gens, les gens me disent « mais non, ils rigolent ». Ben si, c'est vrai. Les sénateurs que j'ai trouvés qui étaient élus avec 11 voix gagnent quand même 9 000 € par mois pendant 6 ans avec 300 000 € de réserve parlementaire à dépenser. Ils font même plus de campagne. Hein. Ils font une bouffe. Voilà. Si, j'en ai même un, il a eu 2 voix, il y en a un qui n'a pas eu 2 voix, il n'a pas été élu à 2 voix, parce que pas de bol, il a invité les mecs dans un restaurant carnassier et les 2 mecs étaient végétariens. Erreur de stratégie. Non mais pour vous dire que aujourd'hui c'est du n'importe quoi. Mais on s'en rend pas compte. Deuxième problème qu'il y a, c'est maintenant, donc est-ce qu'on est d'accord sur l'histoire de la démocratie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui lève la main ou qui se taise à jamais? Non seulement... un peu de la faute de ceux qui ne vont pas voter. Alors, ça, je l'attendais parce que c'est pour ça que j'ai posé un truc, il y en a toujours un qui me fait ça. Oui. Alors le problème, c'est pas... Ouais, mais oui, non, mais c'est bien. Le problème, c'est pas que les gens vont pas voter. C'est qu'aujourd'hui, tu vas voter pour qui? Des gens imposés, donc Parce que quand on réfléchit aujourd'hui, réfléchissez bien. Et vous allez voir que je suis là aussi pour quelque part servir d'éveilleur de conscience. On va plus voter par conviction aujourd'hui. On va voter par élimination. Donc déjà, tu vas pas voter pour ce en quoi tu crois. Tu vas voter pour ne pas qu'il y ait l'autre. Ça, c'est le premier point. En plus, on est dans un truc de folie. Personne s'en est rendu compte avec ces primaires. Vous avez au courant qu'il y a eu des primaires à gauche et des primaires à droite. Là. Un truc complètement bateau. C'est la première fois de ma vie que je vois officiellement des mecs de droite appeler des mecs de gauche à venir voter à la primaire de droite, et des mecs de la primaire de gauche appeler des mecs de droite de voter leur propre primaire. Donc non seulement on va voter contre, mais en plus on vote alors que c'est pas nos opinions politiques. Et en plus on paye. Moi, très honnêtement, j'appelle ça se la faire mettre sans vaseline. Et personne s'en rend compte. C'est ça les élections aujourd'hui. C'est ça l'abstention aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas le choix. Donc les gens qui s'abstiennent, c'est pas qu'ils voudraient pas voter. Moi qui suis un type qui me suis battu pour voter, je vote pour qui? Je vote pour la peste? Je vote pour le choléra? Je vote pour des chemises brunes? Eh ben donc j'ai pas envie d'aller voter. Je vais voter blanc, ça sert à rien, c'est pas compté. je peux aller voter quand même. Mais je sais bien. Mais on est d'accord. Aujourd'hui c'est ça. C'est le choix. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Je les connais tous. Méluche, je le connais depuis 30 ans. Je le connais depuis 30 ans, Méluche. D'accord? J'irai pas voter pour lui, moi, personnellement. Mais je reconnais que c'est un des moins mauvais candidats. Mais tu as remarqué que j'ai pas dit que c'est un des meilleurs. Non, ok. Non, c'est important. Hein? Oui.
J'ai dit c'est un des moins mauvais. Et moi aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller voter pour le moins mauvais. Parce que c'est trop facile. Parce qu'on nous sert la soupe comme ça depuis Chirac. Depuis Chirac, tu vas pas voter Chirac parce que si tu votes pas Chirac, tu vas avoir l'autre. Tu vas pas voter Hollande, on a voté Hollande parce qu'on voulait plus de Sarkozy. On n'a pas voté Juppé parce que on n'a pas voté Juppé. On a voté Fillon parce qu'on voulait pas Juppé. On a voté Hamon parce qu'on voulait pas Valls. Est-ce que ça, c'est des élections de conviction? Le deuxième truc qu'il faut savoir, c'est que, je l'ai mis dans un article en 2014 dans Le Point, les meilleurs élus, les meilleurs truands en élus, c'est ceux qui sont réélus plus facilement. Pourquoi? Parce qu'un élu truand, un élu escroc, ben, il y en a quelques-uns dans le coin. Je fais gaffe à la diffamation, j'y dans le coin. C'est quelqu'un qui vous connaît bien, qui connaît votre prénom, qui quand il vous voit vous dit mais si t'as besoin d'un petit truc pour que je place ta fille à la crèche, viens me voir, passe au cabinet. T'as des PV? Il y en a d'autres. Mais en général, c'est ce qu'ils font. Peut-être pas vous, peut-être pas à vous. À d'autres. Si t'as un PV à faire sauter, il n'y a pas de problème, passe-moi un coup de fil. Ton neveu est emmerdé pour rentrer à l'université, t'inquiète pas, je vais voir ça. Et puis, hey, à Noël, j'adore offrir des cadeaux aux petits vieux. Hein, tu repars avec un bouquet de fleurs ou tu repars avec une bouteille de vin. Même avant les autres, je connais, par exemple, il y a une ville, à Puteaux, où la maire, c'est Calvi Reynaud. Vous savez, c'est la nana qui a ramené 102 lingots d'or du Luxembourg. Elle dépense 250 000 euros par an, 250 000 euros par an, d'aspirateurs ou de Senseo pour faire à ces petits vieux. Hein. C'est ça, oui. C'est ça un élu, entre guillemets, truand. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous avez ce genre d'élu? Le premier point, c'est que donc vous avez bien compris qu'il a son bloc d'électeurs redevables. Son groupe, soit c'est ce que j'appelle des militants obtus, s'il est dans un parti politique, c'est-à-dire que tu présentes n'importe quelle chèvre, du moment qu'il a ton étiquette politique, tu voteras pour lui, ça c'est le militant obtus de base, et j'en connais quelques-uns. Les méchants, c'est toujours chez les autres. Ah non, mais le mien il n'a pas violé. Non, le mien il est à gauche, il n'a pas violé. C'est la nana qui l'a provoqué. Le mec de droite, il a violé. Et vous avez le mec de droite qui dit la même chose en face, pour le mec de gauche. Ça, c'est le militant de base obtus. Tu peux dire ce que tu veux, son parti, c'est le meilleur. Il y a ça. Il y a les gens redevables. Mais dans ces endroits-là, comme maintenant la politique est devenue un métier, et c'est vraiment un métier. Moi, je les connais tous. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, en haut de la pyramide, hein, attention, je ne parle pas d'en bas, hein, ces mecs-là n'ont jamais travaillé. Manu, il n'a jamais bossé. Fillon, il n'a jamais bossé. Méluche, il raconte qu'il a bossé, mais il a passé 3 semaines en entreprise en stage. Excuse-moi, j'ai les preuves. Donc tous ces mecs-là n'ont fait que de la politique. Donc ces gens-là, quand ils tombent face à un élu truand comme ça, qui est bonhomie, qui est dans le haut de la vague, ils vont pas se présenter sur cette ville-là, hein, parce qu'ils savent qu'ils vont pas être élus. Donc ne se présentent dans ces villes-là que le militant de base qui milite depuis 20 ans, qui a monté sa petite liste péniblement, dont on sait pertinemment qu'il ne sera jamais élu. Donc vous voyez, ils ont leur réceptacle de votants durs, purs et durs. Ils n'ont pas de candidats sérieux contre eux tant qu'ils n'ont pas un genou à terre, parce que quand ils ont un genou à terre, au contraire, là, les requins, ils arrivent tous. Et la troisième chose, c'est que quand vous tombez sur des gens qui sont un peu impliqués, ils se disent, bah attends, pourquoi tu veux que j'aille voter, ton maire, il va être élu? Donc il y a un taux d'abstention énorme dans ces villes-là. Donc du coup, ces gens-là sont réélus à vie. Clientèle, pas de candidats contre eux, et abstention. Et pression, il y en a. Donc c'est un bonheur. Donc ça explique aussi pourquoi les gens ne vont pas voter. Et encore une fois, le problème de l'abstention, c'est pas le fait que les gens ne vont pas voter, parce que si les gens ne veulent pas voter, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont plus envie de se faire chier d'aller voter pour n'importe quoi. Si, et moi je milite pour ça, mais c'est une proposition personnelle. Aujourd'hui, il y a 90% d'abstention. Ça, c'est un fait. Moi, je demande à ce qu'on institue le vote obligatoire. Pourquoi? Parce que quand vous avez une gangrène, comme c'est le cas aujourd'hui au niveau électoral, on ne met pas un pansement. Le pansement, ça ne sert à rien, on coupe le bras. La seule façon de revenir, entre guillemets, à une citoyenneté agissante, c'est de mettre un vote obligatoire. Et je m'explique derrière. Si il y a le vote obligatoire,
on supprime l'abstention. Si on supprime l'abstention, politiquement et juridiquement, ils sont obligés de donner un pouvoir exprimé au vote blanc. Puisque le vote blanc devient une arme politique, un vote politique. Jusque-là, vous me suivez? Si on accorde une expression, un vote exprimé au vote blanc, on est obligé de lui donner... Vous prévenez les patrons de la DCRI, là? Si vous donnez un pouvoir politique au vote blanc, vous êtes obligé de lui donner un seuil. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au premier tour, les deux candidats ne nous plaisent pas, ce qui est le cas aujourd'hui pour plein d'élections, ce qui est le cas aujourd'hui, on n'a pas le choix, sauf Méluche, excuse-moi. On peut, grâce au vote obligatoire et donc à l'expression du vote blanc, de se débarrasser des candidats au premier tour. Vous y rajoutez la loi que j'ai fait voter, et je m'engueule de l'avoir fait voter, il y a mercredi dernier, où maintenant, ils vont avoir l'obligation de présenter un casier judiciaire vierge pour se présenter. Ça faisait 2 ans que je me battais là-dessus. On a fait une pétition, et je ne sais pas s'il y en a qui l'ont signé dans la salle. On a fait du lobbying sur les élus. On les a fait chier, on leur envoyait 100 mails par semaine, on allait dans leur réunion, mais ils n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils votent. Il y a 396 métiers en France où il fallait présenter un casier judiciaire vierge. Vous étiez obligé, quand vous bossiez dans une mairie, d'avoir un casier vierge. Si vous étiez condamné pendant que vous bossiez dans une mairie, vous pouviez être viré sans indemnité. Par contre, tu peux avoir violé, truandé, tu pouvais diriger la mairie. Donc ils l'ont voté. Donc vote obligatoire, casier judiciaire vierge, on a une chance, oui, on a une chance. Je termine juste ça parce qu'après j'ai oublié. On a une chance de se débarrasser de quelques pourris, dont on ne veut pas. Ce que j'appelle des produits périmés. Aujourd'hui, quand vous ouvrez votre frigo et que vous avez un produit périmé, vous faites quoi? On le prend, on le met à la poubelle. Et aujourd'hui, ce qu'on nous présente aux élections, ce n'est que des produits périmés. Ils ont tous 30, 40 ans de péremption, les mecs. Méluche, il fait de la politique depuis 50 ans. Valls, il fait de la politique depuis 30 ans. Fillon, il fait de la politique depuis 45 ans. Hamon, depuis déjà, je crois, une trentaine d'années. Tous. Ça suffit, les mecs. Avec le vote blanc, on peut se débarrasser des produits périmés. Il y a 90 pays qui font le vote obligatoire. 90 pays. En Belgique, si vous n'allez pas voter 2 fois, vous avez 150 € d'amende. D'accord? C'est jamais appliqué, mais je vais vous en parler après, parce que 150 € d'amende, le temps de faire un procès, etc., ça serait plus long et plus cher que de laisser tomber. Donc il laisse tomber, donc je ne suis pas pour le bâton. Et puis, petit détail, quand on me dit c'est pas possible, les conseillers régionaux, pour voter pour les sénateurs, c'est un vote obligatoire. Si j'allais pas voter, j'étais condamné à 150 € d'amende, et j'ai été voté, ils m'ont donné 100 €. La carotte et le bâton. Non mais je blague pas, hein. C'est en France, hein. J'ai été voté pour les sénatoriales, et on m'a donné 100 €. Donc quand on me dit que c'est pas possible, j'ai un malaise. Et c'est là où je veux en venir par rapport au vote obligatoire, plutôt que de punir les gens. Pourquoi on ne leur donne pas une carotte? Je dis n'importe quoi, c'est une piste personnelle, ou un crédit d'impôt, ou une réduction chez Auchan, je ne sais pas. Non mais, je vais jusqu'au bout de ma logique. Ce qui permettrait, Auchan peut-être pas parce qu'ils sont trop contents, ce qui permettrait en plus, et je vais jusqu'au bout de ma logique, de permettre aux anarchistes de ne pas voter. Quand même. C'est-à-dire que le mec, qui est anarchiste jusqu'au bout des ongles, qui veut rien avoir avec la société, mais qui se branche quand même sur l'électricité du voisin, et qui ne veut pas payer le médecin quand il va à l'hôpital, lui aussi, il aurait le droit de ne pas les voter. Sauf qu'il n'aurait pas sa réduction d'impôt. Ou ses tickets chez Auchan. Dernier petit point de détail par rapport au vote obligatoire, qui n'est qu'une piste de travail, c'est que moi je demande, est-ce que ça soit fait en semaine, sur le temps de travail? Et là aussi, qu'on ne me dise pas que c'est pas possible. Ça existe déjà en France. Quand on va voter pour les prud'hommes, quand on va voter pour les syndicats, c'est bien en semaine, sur le temps de travail. Donc pourquoi politiquement ils ne veulent pas faire ça? Parce que s'ils font ça, ils dégagent. Le vote obligatoire, plus le casier judiciaire vierge, je peux vous assurer qu'on fait un sacré ménage. Parce qu'en plus, si on est obligé d'aller voter,
On va donc regarder pour qui on vote. Alors qu'à l'heure actuelle, ne vont voter que ceux qui sont contre, etc., comme je vous expliquais, où on ne va pas voter. Si on est obligé d'aller voter, on va se dire, bah, attends, puisque j'y vais, autant que je regarde. Dernier point de détail important, et je termine ma démonstration sur le vote obligatoire, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ce que je vous disais, on est élu à 50% de un peu plus de 10% d'électeurs. Avec le vote obligatoire, on serait élu à 33% de 95% de votants. Ce qui, à mon avis, rendrait les élus un peu plus représentatifs. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord? Tu voulais me dire quelque chose? Ouais, par rapport à la loi qui a été votée pour le régime judiciaire. Ouais. C'est moi qui l'ai rédigé, hein, dans grande partie. Déjà, est-ce qu'il est rétroactif, c'est-à-dire Non. que les gens déjà élus Non. se dégagent? Non. Malheureusement. Deuxième question, est-ce que maintenant, le prochain président, dans son gouvernement, pourra mettre quelqu'un qui n'a pas un casier judiciaire vierge, vu qu'il n'est pas élu, qu'il est choisi Alors, par le oui. président? C'est dégueulasse. Oui. Mais on a quand même monté une marche d'escalier. Ouais, ça je suis... Ouais. Après, il y a ce que j'appelle la transparence. Donc à partir du moment où on a réussi à quelques-uns, grâce aussi à la rapporteuse qu'il a fait, à mettre qu'à partir de, pas ces élections-là, mais les prochaines, quelqu'un qui aura souhaité, ils ne pourront plus nommer un mec. Et toute élection, même municipale? Oui, tout. Municipal, sénatorial, régional. Le seul truc, c'est les ministres qu'on n'a pas mis dedans, parce que les ministres ne sont pas élus. Tout ce qui est élection, il faudra un casier judiciaire vierge. Mais attention, parce que là aussi, il ne faut pas que le peuple parle n'importe quoi. Un casier, ça peut s'effacer. Donc, par exemple, M. Juppé, aujourd'hui, a parfaitement le droit de se présenter. Mais, ce que je voulais sur cette loi-là, c'est que les mecs ne puissent pas pendant qu'ils étaient condamnés. C'est-à-dire que sur le B2, tu peux retirer de ta condamnation entre 3 ans et 9 ans après. Moi, ce que je sais, ayant été politique pendant 25 ans, c'est que si les mecs sont plus élus, d'autres vont prendre leur place. Et si d'autres prennent leur place avec un casier vierge, ça va être très très dur pour eux de revenir. C'est juste tout ce que je demande. Mais je ne suis pas pour la punition à vie. C'est une connerie. Après, le mec, il se fait retirer de son casier au bout de 9 ans, s'il veut se représenter, il se représente. Si les gens sont assez cons, une fois que la loi est instituée, et une fois que le système est passé dans les mœurs, parce que le système, il faut qu'il passe dans les mœurs. Une fois que c'est passé dans les mœurs, si les gens revotent encore pour un mec qui a violé, etc., je dis, allez vous faire foutre. Parce que c'est ça aujourd'hui en plus. Hein. Il faut que vous le sachiez, moi, dans mon premier bouquin qui s'appelait Délit d'élus, je mettais le nom de 400 élus. 400 élus qui avaient mis les doigts dans la confiture. J'ai sorti ça en février 2014. Je me suis dit, putain, il y en a plein qui vont dégager. Hein. Ouais, il y en a 250 qui ont été relus haut la main. Qui est con? Ceux qui votent. Il y a des abstentions, il y a ceux qui votent en plus. Et quand je dis ça, excusez-moi madame, je vais vous citer, moi je prends un maire par exemple que je cite à chaque exemple, à chaque conférence. Ce mec-là, le samedi matin, et je vais vous dire que ce que je vous dis est vrai. Recevez tout le monde à poil, juste avec ses chaussettes. Si, madame. Oh, la madame dit ouh. Non. Il était à poil le samedi, juste avec ses soquettes. Ce mec-là, il a harcelé 8 femmes. Il y a 8 femmes qui ont porté plainte contre lui. Première instance, appel, cassation, condamné, c'est fini, on n'en parle plus. D'abord, la première chose, c'est que les 8 femmes ont été obligées de déménager. 2, il se représente aux élections, il est réélu. Qui est con? Parce que, il y a ceux qui votent. Mais dans ceux qui votent, il y a aussi des femmes. Et les femmes qui aujourd'hui font un procès, parce que tu mets pas un E à chef. Si. Les chiennes de garde, si tu mets pas un E à chef, ils te rentrent dedans. Hein. Et elles ont voté pour ces mecs-là aussi. Comment une femme peut violer pour un type qui a violé ses consoeurs? J'ai quand même un problème au niveau de l'éveil de la conscience. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. On aurait déjà depuis longtemps pu se débarrasser de certains pourris. Hormis les mecs qui savent manipuler, etc. Là, je parle des trucs graves. Le mec qui a volé de l'argent, etc., comme Balkany, les gens ne savent pas, ils croient qu'il y a un tas de choses. Mais là c'est du concret. Le mec, il est condamné pour avoir violé. J'en ai un autre à Neuilly-sur-Marne, M. Mahemas, il avait fait vraiment des choses pas bien avec sa secrétaire, elle a porté plainte, il a été condamné, etc., cassation, comme tout. Il se représente, il est élu au premier tour. Et là, il n'y a pas photo. Hein. C'est du viol, c'est du harcèlement sexuel. On ne parle pas du type où on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Là, c'est clair, c'est net et sans bavure. J'en ai un pire. Lui, il n'a pas été réélu, heureusement.
Et pour vous expliquer comment ces gens sont dans le déni. Ce mec-là, il avait harcelé une nana tellement qu'à un moment donné, la fille s'est jetée par la fenêtre et elle s'est tuée. Tellement on en avait marre. J'ai lu toutes les minutes du procès. Là, il en est à la Cour européenne de justice parce qu'il estime qu'il est pas coupable. Pas une seule fois, ce mec s'est remis en cause. Son seul discours, c'est un complot contre moi. On veut m'abattre. La nénette s'est tuée. Et je vous jure, c'est vrai. Hein. La nénette s'est tuée. La nénette s'est tuée. Et tout ce que le type dit, et il en est à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un complot contre moi. En gros, elle l'a fait exprès pour le faire chier. Pour vous expliquer comment ces gens vivent dans le déni. Pour vous expliquer aussi l'attitude de Fillon en ce moment. Monsieur Fillon est persuadé qu'il n'a rien fait de mal. Pour lui, c'est une pratique qui dure depuis 200 ans. J'ai rien fait de mal. J'ai employé ma femme, elle n'a rien foutu. J'ai employé mes gosses, ils n'ont rien foutu. Je vous dis pas tout parce qu'il y a encore d'autres choses dans le dossier qui vont pas tarder à sortir. Mais pour lui, c'est normal. Parce que, en plus, les élus aujourd'hui sont complètement hors sol. Par exemple, à l'Assemblée nationale, il n'y a plus un seul ouvrier. Non, non, il y avait 1%. Non, il n'y en a pas un seul. Plus un seul. Zéro. La plupart de ces mecs-là sont des professionnels de la politique. Ils ont commencé à 18 ans comme chargé de mission, après ils ont pris un petit poste de maire adjoint, ils ont fait assistant parlementaire, il y en a qui posent vraiment. Ils ont choisi une circonscription ou une petite mairie où ils étaient sûrs d'être élus, ou alors ils rentrent dans une mairie en étant maire adjoint, et une fois qu'ils sont dedans, ils scellent la branche du maire pour lui prendre sa place. Mais il n'y en a plus aucun qui sait ce que c'est que la réalité du terrain. Et après, c'est comme ça que les gens, vous vous rendiez compte que M. Copé est incapable de savoir le prix d'un petit pain au chocolat. C'est pas honteux, c'est parce qu'ils sont hors sol. Mais tu prenais 7 ou 8 mois avant ou un an avant, Madame NKM, elle savait pas ce que c'était que le prix d'un ticket de métro. Oui, parce que les gens oublient. Moi, la faculté G, c'est d'entretenir, de savoir et de regrouper. Ces gens-là, aujourd'hui, tous, sont hors sol. C'est plus des gens qui font partie de notre vie. Ils font partie de la politique. Ils savent pas ce que c'est que de faire 3 heures de transport pour aller bosser. Ils savent pas ce que c'est que le 10 du mois de ne plus avoir rien dans son frigo. Ils savent pas ce que c'est que de rembourser un crédit et de se dire comment je vais faire pour faire bouffer mes gosses. Ils savent pas ce que c'est qu'être au chômage. Parce que même là, ces gens-là se sont grattés. J'ai dénoncé dans un de mes bouquins un truc sur le chômage, où nous, quand on est salarié, on a droit à 2 ans de chômage. Les élus, ils se sont fait voter 3 ans. Pourquoi? Les députés 3 ans. Et leur dernière mensualité pour un député, la dernière mensualité au bout de 3 ans, c'est 1500 €. En plus, aucun contrôle. C'est-à-dire que moi j'en connais, qui touchent leur chômage et en même temps ils ont un petit truc à côté. Hein. Par contre, nous, salariés, si on ne répond pas à un mail qu'on n'a pas reçu de Pôle emploi, écoutez bien, je le redis parce que les gens qui ne comprennent pas la première fois, si on ne répond pas à un mail qu'on n'a pas reçu, il nous radie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui un député puisse toucher jusqu'à 5 retraites? 5. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'un élu paye 2 fois moins d'impôts que nous? 2 fois moins. Je vous explique? Il y en a qui vont devenir élus, vous allez voir. À la fin de la soirée, comment je fais pour devenir élu? C'est pas pour ça que je fais des conférences. Eh bien, je vous explique, c'est simple. Nous, quand on a plusieurs boulots, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On additionne nos salaires, d'accord? Et c'est sur la somme de nos salaires qu'on est imposé. Vous me suivez? Plus on gagne, plus la tranche d'imposition augmente. Les élus, c'est pas ça. Ils sont imposés sur chaque mandat. Et c'est pas cumulable. Vous avez compris? Donc comme les mandats, c'est pas forcément des gros mandats, ils sont imposés sur 8 000 €, sur 5 000, sur 2 000, mais pas sur l'ensemble du cumul. Donc en gros, quand ils gagnent 20 000 €, ils sont imposés à 5 000 €. Nous, quand on gagne 20 000 €, on est imposé à 10 000. Eh, il y a bon hein, d'être élu. Je précise bien, parce que j'ai oublié de le dire, et souvent je le dis au début de conférence, mais là j'ai oublié parce que je suis un peu fatigué. Tous les élus ne sont pas pourris. D'accord? Vraiment, je le dis parce que le petit élu de campagne, le petit maire, en général, dépensent plus d'argent de leur poche que les 600 € qu'ils gagnent. Les conseillers municipaux qui se défoncent comme des malades, même certains députés
qui n'ont que ça sont des mecs honnêtes, et qui bossent et qui sont là. Mais moi, je parle surtout des élus qui sont en haut de la pyramide. Vous savez, la pyramide. Et quand je dis ça, c'est pas un symbole maçonnique, parce qu'on me l'a fait aussi. Hein. Donc plus vous montez en haut de la pyramide, donc il y a moins d'élus, et c'est ceux-là qui sont de plus en plus pourris. Et quand je vous dis pourri, c'est pourri grave. Moi, je n'ai pas rencontré un seul député qui gagnait moins de 13 000 euros net d'impôts par mois. Le plus petit. Ça monte jusqu'à 800 000. Je redis pour les gens qui n'ont pas entendu. Ça monte jusqu'à 800 000. Il y en a pas il y en a 2 par mois. Il y en a 2 qui sont à 1 million environ. Ils ont d'autres revenus. Ben oui, mais c'est évident. Oui, mais c'est évident. Mais tu sais qu'en plus, j'ai regardé, ceux-là, c'est ceux qui laissent surtout pas leur paye. Hein. Ils la prennent. Hein. Ils la donnent pas aux bonnes œuvres. Hein. Et ces gens-là veulent nous expliquer qu'il faut qu'on fasse des économies quand on est au RSA. Il y a un moment où ça me gonfle. Ces gens-là veulent réduire encore notre retraite alors qu'eux touchent jusqu'à 5 retraites, plus le fait qu'ils ont le droit d'avoir des revenus en plus. Nous, quand on est à la retraite, on n'a pas le droit de travailler plus haut que notre dernier salaire. Si vous étiez à 2000 euros de salaire et que vous êtes à 1000 euros de retraite, vous n'avez pas le droit de travailler plus de 1000 euros. Eux, 5 retraites, et j'ai le droit d'avoir des honoraires. Quand j'ai commencé ma carrière politique il y a une trentaine d'années, avant que j'arrête, j'ai rencontré un vieux maire. Le mec, il me dit, ouais, j'en ai marre, j'ai fait mon temps, allez, je laisse ma place aux petits jeunes, je prends une place de maire adjoint. Je me dis, putain, il est sympa le mec. Non, j'ai compris après. Il touchait sa retraite de maire, plus son indemnité de maire adjoint. Bankable. Moi, j'ai été voir, parce que j'arrive quand même à un âge canonique, il y a 2 ans, hein, j'ai 62 ans. J'ai été voir pour ma retraite il y a quelques temps. Moi, j'ai fait 15 ans d'élu, hein, payé. J'ai fait 9 ans de maire adjoint de Vals. Excusez-moi, je suis désolé. Je suis la seule personne avec qui s'est battu 2 fois physiquement. Hein. Ouais, une fois, il m'a collé contre le mur, une fois, je l'ai collé contre le mur. Et j'ai fait 6 ans de conseiller régional. C'est pas non plus le super grand élu, on est d'accord. Hein. Donc voilà, j'ai été voir pour ma retraite, et j'ai été voir mon IRCANTEC en tant qu'élu. J'ai quasiment autant de points IRCANTEC avec 15 ans d'élu rémunéré que depuis l'âge de 14 ans où je travaille. Moi, je bosse depuis l'âge de 14 ans. J'ai dit à la dame, il n'y a pas une erreur, il n'y a pas un zéro en trop, dame, là. Oh putain, la soupe est bonne, hein. 15 ans. 15 ans. Est-ce que c'est normal? Et vous savez pourquoi? Parce que la retraite des élus, elle est abondée. C'est-à-dire que moi, quand je cotisais 1 an, la collectivité payait 1 an. Donc j'ai cotisé 30 ans. J'ai cotisé 15 ans. Mais en fin de compte, j'ai cotisé 30 ans. Et ça change, hein. En plus, il faut savoir que la retraite d'élus, et ça aussi ça me rend fou, et je ne dis pas qu'il faut les enfoncer, est la seule retraite qui est garantie. C'est-à-dire que quand vous investissez 1 euro, vous êtes à peu près sûr d'en toucher 6. Nous, quand on investit 1 euro aujourd'hui, on est à peu près sûr d'en toucher 0,57. Non mais c'est vrai en plus, hein. Tous ces calculs que je fais. Il y a un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. En plus, petit détail anodin que personne ne se rend compte. La retraite d'élus. Je prends des députés, des sénateurs. Hein. Je ne parle pas des petits, encore une fois, parce qu'un maire qui a touché 600 euros, il a que dalle comme retraite. Hein. La retraite des élus en haut du panier, c'est une retraite par capitalisation. Depuis la fin du 19e siècle. Donc c'est des mecs qui défendent une retraite par répartition et qui en même temps se gavent avec une retraite par répartition. Les cotisations des députés ne représentent que 22% de la somme qui est allouée l'année. Il y a 78% qui est payé sur les fonds de l'Assemblée nationale. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse la même chose pour les salariés. Hein. Moi, je veux qu'on m'explique, mais bêtement, je suis un type très terre-à-terre. Et encore une fois, je ne fais pas de l'anti-parlementarisme. Je ne suis pas contre tous les élus, je voudrais juste que les choses soient un peu plus claires et que plus ça sera transparent, moins ils pourront le faire. Je veux qu'on m'explique pourquoi un député, au bout de 5 ans de mandat, il touche entre 1200 et 1500 euros de retraite. Nous, bientôt, en 2017, puisqu'ils vont passer la retraite à 65 ans, que ce soit la droite ou la gauche, écoutez bien, que ce soit la droite ou la gauche ou Mélenchon, ils vont passer la retraite à 65 ans, voire 67 ans. Et pour 47 années de cotisation, on va toucher 896 euros en moyenne. C'est ce qui va se passer. Hein. Alors que la moindre maison de retraite,
auquel on va tous aller, puisqu'on vit très vieux maintenant. Sec, ça coûte 2500 €. Il va quand même y avoir un malaise. Mais pourquoi ces gens-là, qui sont censés nous montrer l'exemple, se gavent comme ça? Parce qu'on les a laissés faire. Parce qu'on n'a pas regardé. Et ça, vous voyez, ce genre de truc, moi, c'est ce que j'écris dans mes livres. Encore une fois, je n'ai rien inventé. Rien. J'ai découvert un truc là que vous allez voir dans mon prochain bouquin qui manque pour vous. J'ai passé au moins 3 jours à vomir quand je l'ai découvert. Et j'ai passé 8 jours à revérifier que ce que j'avais découvert était vrai. Il y a des députés qui se sont votés une loi en douce, là, il y a quelques années, qui est toujours en cours, où quand ils sont, faut que je fasse gaffe, quand ils sont agriculteurs, ils ne payent pas de cotisation sociale. Un agriculteur, aujourd'hui, c'est 356 € de salaire en moyenne. Le mec, il est obligé de payer. Un type qui se monte une petite entreprise, il est obligé de s'abonner à cette saloperie de RSI. Et bien, eux, ils se sont votés une loi, quand ils sont agriculteurs, entre guillemets, hein, ils ne payent pas de charges sociales sur la caisse de sécurité sociale des agriculteurs. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Pourquoi? Toi qui as du pognon, toi qui en as plein, tu te fais exonérer de cette cotisation. Mais ça, c'est parce que on ne le sait pas. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui sont députés. Qui sont députés? Eh bien, trompe-toi, il y en a plus qu'on le croit. Et même s'il n'y en avait qu'un. Il ne s'appelle pas agriculteur, il s'appelle, comment les mecs qui ont aidé Arras, là, les trucs de chevaux. Éleveurs de chevaux, etc. Et bien, il y en a plus qu'on le croit dans les députés et les sénateurs. Et même s'il n'y en avait qu'un, c'est complètement immoral. En attendant, ils ne payent pas leur cotisation, et en attendant un mec qui a un race et qui s'est fâché, je peux t'assurer qu'il engrange plein de pognon, il n'y a aucune raison qu'il ne paye pas ses cotisations sociales. Donc même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est de toute manière de trop. Parce que ces gens-là sont faits pour servir. Ils ne sont pas faits pour se servir. Un élu, ça doit être exemplaire. Parce que les élus, c'est censé nous représenter. Quand ces gens-là, par exemple, votent une loi, et ça me rend fou, où ils ont embauché 200 inspecteurs du travail de plus, 200 inspecteurs du travail de plus pour vérifier les comptes en banque des mecs qui sont au RSA, je saute au plafond. Parce que toi, par contre, pour vérifier le compte en banque d'un député, tu peux toujours t'accrocher. Hein. Il en faut de la paperasse. Hein. Pour écouter un député ou un sénateur, il te faut l'autorisation du questeur de l'Assemblée. Quand il y a une enquête sur un mec. Si tu veux lui faire une écoute téléphonique sur un avion, et à la limite, je ne suis pas contre qu'il faille mettre des précautions, parce que ces mecs-là sont quand même des élus. Sauf que le questeur de l'Assemblée, des deux assemblées, c'est des mecs qui se connaissent depuis 20 ans. Avec qui je bouffe ensemble, je bouffe depuis 30 ans, je viens lui dire qu'on m'écoute. Qu'est-ce qui se passe derrière? Fais gaffe, ils se sont branchés sur écoute. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Et je vais même dire, il y a un amendement qui a failli passer. Heureusement, il n'est pas passé, cet amendement. Et je vous jure que c'est vrai. Il y a un député qui avait déposé un amendement pour qu'on écoute les conversations téléphoniques des gens qui étaient à Pôle emploi. Je vous jure que c'est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Heureusement, cet amendement n'est pas passé. Mais les mecs, ils sont tellement dans leur truc à eux, tu vois, ils sont pour le contrôle social, mais pas le contrôle sur eux. Moi, je ne suis pas contre qu'on contrôle. C'est vrai que, je suis désolé, au niveau du RSA, il y a 1 à 2% de connards qui truandent sur leurs 530 €. Mais est-ce que ça vaut le coup d'embaucher 200 personnes pour ça? Je rappelle quand même qu'il y a 60 à 80 millions d'euros, non milliards. Il y a 60 à 80 milliards d'euros par an de fraude fiscale en France. Il y a un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de le prendre pour des comptes. Tiens, je vous en donne une gratuite. C'est aussi dans mon prochain livre. Vous connaissez la loi Sapin 2? Super loi, hein? Avancée sociale. Bon, puis il y a des mecs cons comme moi qui fouillent dans cette loi-là et qui regardent. Alors, ils ont pondu un truc vachement bien sur la fraude. La fraude aggravée. Avant, en France, il y a... Écoute, ce que je vous dis encore est vrai. Hein. Je dis parce que la dame ne va pas me croire à la fin. Donc, avant, il y avait ce qu'on appelle une amende forfaitaire en cas de fraude aggravée. Vous me suivez? C'est-à-dire que le mec qu'on avait piqué, qui avait détourné 10 millions d'euros, et en ce moment, on en a quand même gaulé pas mal entre les Panama Pampers, l'UBS, HBC, etc., etc. Ils ont quand même pas mal de mecs qui ont... Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti ce truc-là. Écoutez bien, parce que ça vaut son pesant d'or. Donc un mec qui était gaulé, avant, il avait son redressement normal, d'accord,
Et en plus, il avait en plus une amende forfaitaire qui correspondait à 5% de la somme détournée. Donc un mec qui avait truandé sur 10 millions d'euros, il avait encore 500 000 euros à payer en plus. Vous me suivez? Ben, ils ont fait passer la loi, là, et c'est passé. Hein. Maintenant, c'est 750 euros. Moi, je conseille à tous les mecs qui ont détourné 10 millions d'euros de demander à payer en 2 fois. Ça, c'est ce qu'ils ont passé. Moi, je trouve ça complètement injuste. Le verrou de Bercy, vous connaissez? C'est une folie, ça. Donc le verrou de Bercy, c'est simple. C'est le ministre qui signe, et uniquement le ministre qui signe, pour savoir si en cas de fraude fiscale, vous avez fait, on va vous mettre au pénal. Donc il y a le fait que j'ai détourné de l'argent, j'ai un redressement financier, mais en même temps, je peux être condamné au pénal. Vous me suivez? Que je vous dise pas de bêtises, sur 45 000 dossiers qu'on avait, il y en a 15 000 qui sont passés au verrou de Bercy. Sur les 15 000, il y en a 1000 qui ont été condamnés au pénal. 14 900 qui, eux, le ministre a dit, on les poursuit pas. Et comme par hasard, quand je creuse, c'est pas les petites sommes qui sont... C'est bizarre, hein. Le petit, lui, il est poursuivi au pénal. Là, j'ai un mec qui avait détourné une connerie, quoi. 500, enfin, quand je dis une connerie, il avait tourné 500 000 euros, etc. Ça, lui, il s'est écopé 2 ans de prison. Et je vous explique pas quand vous avez ça dont je parle, parce que vous avez 2 ans de prison. Non seulement on vous vend votre affaire, vos actionnaires copains, ils vous rachètent vos actions à bas prix. Votre femme se casse avec la caisse ou le comptable. Vous sortez, vos gosses que vous avez mis dans une grande école, c'est fini, vous pouvez les mettre, et vous sortez de la prison, vous êtes mort. Par contre, les gros qui avaient tourné des millions d'euros, eux, ils n'ont pas été poursuivis. Pire. Hein? Ouais, pire. Attends. Pire. Ils viennent de pondre un truc génial qui s'appelle la convention, je sais plus, juridique, publique, hein, enfin un truc à la con, qui va permettre, écoutez bien, parce que ça aussi, ça vaut son pesant d'or, et il faut que les gens sachent. Moi, je fais ça pour que vous sachiez. Donc, il y a un truc maintenant qui fait que quand on découvrira une affaire de fraude fiscale, 60 à 80 milliards de détournements par an. On est bien d'accord? Par an. Si on les rentrait, je peux vous assurer qu'il y aurait de l'argent dans les caisses. Juste un titre d'exemple, hein. Apple, vous connaissez tous, paye 12 000 euros d'impôts par an. En France. Ouais. C'est ça la loi aujourd'hui. C'est ça la loi aujourd'hui. Donc, j'en étais où? Ah oui, convention juridique, je sais pas, ça m'énerve tellement ce truc. Ça s'appelle convention d'intérêt public. C'est surtout intérêt public qui m'écorche la gueule, etc. Donc, écoutez bien. Donc, un enquêteur, il y en a découvre que quelqu'un fait une grosse fraude fiscale. Avec des trucs pas bien. Je détourne de l'argent, je le cache à l'étranger, etc. Et bien maintenant, les mecs peuvent négocier et arrêter l'enquête, les machins, en payant une amende. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire quoi? Alors, ça se passe pour le gros trust qui a détourné plein de pognon et je le découvre. Au lieu d'être puni, il vient voir, il négocie l'amende et toutes les enquêtes s'arrêtent. Tout. T'as tout compris. Mais en plus, c'est pas ça le plus grave, parce qu'il y a des effets pervers induits. Donc c'est vrai que l'amende va être plus ou moins forte. Ça va correspondre à 10% des 3 années de bénéfices, etc., etc. Mais moi, je sais pertinemment qu'il y a les avocats qui ont ces gens-là, ils vont réduire l'amende, ça va se baisser. Mais c'est pas ça le pire. Parce que, donc, il n'y a plus de poursuite pénale. C'est dans le contrat. Donc, le patron qui est responsable, qui a détourné du pognon, qui a fait mourir des gens, je rentre pas dans les détails sur un tas de choses, lui, il sera jamais poursuivi. Son trust paye l'amende. Vous me suivez jusque-là? Tout s'arrête. Mais c'est pas ça le plus grave. Parce que là, on parle avec des trusts. Donc, un trust, qu'est-ce qu'il va faire pour récupérer du pognon, pour que ses actionnaires continuent à avoir les mêmes options de dividendes chaque année? Comme c'est un trust, il va fermer une usine, ou il va revendre une usine dans un pays qui est bénéficiaire, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils vendent des usines bénéficiaires pour que les actionnaires continuent à toucher du pognon. Donc non seulement ces gens-là n'auront plus de poursuite, non seulement ils vont payer une amende, mais cette amende, ils vont la faire payer par les ouvriers qui vont licencier. Et bien ça, c'est une loi qui vient de passer avec la loi Sapin 2. Et je ne vous explique pas ce que j'ai découvert au niveau des lanceurs d'alerte. Vous êtes au courant des lanceurs d'alerte? Moi, par exemple, depuis que j'ai fait mes livres,
Oh, je sais pas pourquoi, hein. Moi je bosse dans un truc qui s'appelle le Grand Paris Sud, c'est une collectivité territoriale sous l'autorité de Manuel Valls. Joli. Donc je sais pas pourquoi, je suis dans un bureau sans fenêtre. Deux portes blindées pour venir me voir. Mon téléphone portable ne passe plus dans le bureau. J'ai des super lampes dures au-dessus de ma tête. Ils ont supprimé ma secrétaire et divisé mon budget de fonctionnement par 2. Ça va, moi je tiens le choc, je les emmerde. Donc c'est pas un problème. Mais donc dans la loi Sapin 2, écoutez bien parce que ça s'oppose en ordre, pour aider les lanceurs d'alerte. Vous voyez? Quand un lanceur d'alerte découvre, maintenant la loi c'est ça, écoutez bien parce que ça a l'air de rien mais c'est hyper important. Quand quelqu'un découvre une malversation quelque part, il n'a plus le droit d'avertir la presse en premier. Il faut qu'il avertisse son chef de service. Je vous jure que c'est dans la loi. Mais il risque quoi si on alerte la presse en premier? Eh ben, il risque, c'est simple à comprendre. D'abord, il est hors la loi. Et deux, après, les avocats de ces gens-là pourront rendre le procès caduc. Puisqu'on n'aura pas respecté la procédure. C'est futé, hein? C'est futé. Et si, dans un délai raisonnable, c'est marqué dans la loi, le N+1 ne te répond pas, il faut que tu t'adresses au N+2. Si le N+2 ne fait pas ce qu'il faut, tu peux alors t'adresser à la presse. Dans un délai raisonnable. Je te jure, c'est marqué dans la loi. Ces mecs-là ne se rendent même pas compte de ce qu'ils écrivent, quoi. Ça, c'est pour protéger les lanceurs d'alerte. Donc quand on veut vous dire qu'il y a eu des progrès sur les lanceurs d'alerte, c'est un mensonge. Deuxième truc qu'on a toqué dans la loi, c'est que maintenant le patron a obligation de te garder dans l'entreprise. C'est génial, hein? C'est-à-dire que t'es mis au placard, plus personne te parle, t'as même plus accès au truc où tu peux avoir de l'eau fraîche parce qu'ils te l'ont empoisonné, donc t'oses même plus y aller. Et là, le patron a obligation de te garder. Et de te faire chier. Vivant. Et il faut le faire comme. Et ils ont annoncé ça comme un progrès, hein. Parce que ces gens-là ne se rendent pas compte. Ces gens-là, je vous le redis, sont complètement hors sol. Et moi, je ne le supporte plus. Parce que je les connais, les lanceurs d'alerte, je les fréquente. Je fréquente Stéphanie Gibault, j'étais avec Antoine Deltour. Attendez, vous vous rendez compte que personne ne se rencontre aujourd'hui? Mais c'est les lanceurs d'alerte qui ont des procès. Alors que les autres sont... La nana qui est inspectrice du travail, qui a dénoncé un scandale, mais grave, où on lui a fait des pressions, on a voulu qu'on retire un rapport, etc. C'est elle qui est passé à la moulinette des procès, etc., etc. La nana qui a dénoncé Nestlé. En France aussi. Ouais, en France aussi, mais on le sait moins. C'est elle qui est dans la merde. Et à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent de nous prendre de con. Et ça, c'est les élus. Parce qu'on accuse des entreprises, c'est une chose. Mais moi, je reviens toujours au pragmatique. Si les entreprises peuvent faire ça, c'est qu'il y a des élus qui font des lois permissives. C'est qu'il y a des élus, aujourd'hui, qui font des lois au profit de ces gens-là. Et pas au profit du peuple. Vous partez ou vous revenez? Au revoir, à bientôt. Rentrez bien, roulez pas trop vite. Donc, j'ai découvert, et tout le monde le sait maintenant, une fois, il y a des élus, ils ont déposé une loi, il y a eu 2 fois, quand je l'ai mis, une fois, 51 élus, droite, gauche, parti communiste, la même loi, ils avaient juste changé le nom. Copier, coller, photocopie. La loi avait été faite par Philippe Maurice. Les cigarettes. Moi, j'ai du mal à croire que Philippe Maurice ponde une loi avec des élus pour qu'on fume un peu moins. J'ai du mal. Hein, c'est pas, à mon avis, c'est pas leur truc. Hein. Et bien, les élus avaient déposé la loi. Une autre fois, 41 mecs avaient déposé exactement la même loi. C'est des gens que je rappelle, on paye 13 000 € minimum par mois. Et c'était la Confédération des notaires qui avait déposé un texte de loi. Là aussi, je dis, si les mecs qui déposent un texte de loi, c'est pas pour qu'on paye moins les frais de succession dans les héritages. Hein. Je vais vous donner un petit truc aussi, un chiffre qu'on a fait. Moi, j'estime que ces gens-là doivent faire leur travail. Je ne suis pas contre le fait qu'ils soient mal payés, je trouve au contraire qu'ils soient bien payés. On a fait l'analyse avec un copain qui est à Lyon, qui était au chômage, on a pris, sur plusieurs années, tous les moments où l'élu vote. Scrutin. C'est-à-dire ce pourquoi on les paye.
Je parle même pas, parce qu'ils me le sortent, dans le moment où ils sont en commission. Je parle pas du moment où ils sont dans leur département. Je parle pas du moment où ils sont au restaurant. Je parle pas du moment où ils couchent avec leur maîtresse. Il y en a plus qu'on le croit. Et aussi bien des femmes que des hommes. Je parle du moment où ils doivent être là pour mettre un bulletin de vote sur un amendement ou une loi. Donc le truc pour lequel on les paye. On a fait le compte. Est-ce que vous savez le taux de présence des élus en 2014? Le taux de présence. 21% de taux de présence. 21%. 2015, 16% du taux de présence. C'est-à-dire sur les 577 députés, sur tous les scrutins qu'on a notés, on a compté le nombre de députés et on a fait une division pour, je vous explique la méthodologie. 16% de présence. Est-ce que moi, si je vais travailler à 16%, mon patron me paye à 100%? Au bout de 2 semaines, le mec il va me dire « Oh, Pasco, assis-toi là. T'étais où ?» Eh bien, eux, 16% de présence. Moi, je trouve ça inadmissible. Inadmissible. Oui, mais on ne le sait pas. Par exemple, la loi dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai vraiment participé à 80%, sur le casier judiciaire vierge, elle a été votée à l'unanimité. J'en suis fier. La droite, la gauche, le centre. Mais il n'y avait que 20 députés. 20. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'une loi peut être votée avec un député. Et c'est déjà arrivé. Donc des gens qui nous engueulent, excuse-moi Méluche, parce qu'il y a l'abstention, parce qu'on s'abstient, parce que, soi-disant, on ne va pas voter, et bien eux-mêmes, ils sont pires que nous. Je vais vous en donner une deuxième qui va vous asseoir. Et, encore une fois, ce que je dis est vrai, factuel. Un truc qui est interdit par la loi. Un truc qui est anticonstitutionnel. Un truc qui est interdit par le règlement intérieur du Sénat. Jusque-là, vous me suivez? Eh bien, un sénateur, il peut voter pour 100 sénateurs. Ils sont 348. Ils peuvent voter pour 100 personnes. Et ils l'ont déjà fait. De qui se moque-t-on? Alors, on a gueulé à quelques-uns. Il n'y a pas que moi, Ivan Stevanovic, Sophie Coignard, on est une petite dizaine de têtes de réseau à dénoncer ce genre de choses. À un moment donné, ils sont un peu obligés de changer la loi. Donc ils ont fait un truc où maintenant ils notaient les présents et les représentés. Mais ils refusent de nous donner le nombre. Parce qu'en plus, dans ce que je vous dis, il y a les présents et les représentés. Et on ne sait pas qui est le représenté. Donc quand on vous annonce qu'il y a eu 40 votants, dont 50 représentés, on n'arrive pas à savoir les noms. C'est quoi ça? Moi, quand je vais dans une association, encore une fois, je suis un type très pragmatique, je dis ce que vous faites pour les autres, je voudrais que vous fassiez pour moi, je le fais, pourquoi vous ne le faites pas? Quand il y en a qui sont dans les assos. Quand tu fais une assemblée générale, pouvoir A, c'est bien comme ça que ça se passe. Donc c'est bien une personne physique, dont tu as le nom, qui donne le pouvoir. Et ben non, à l'Assemblée nationale, tu n'as pas le droit de le savoir. Donc on ne sait pas pour qui le mec a voté. C'est un truc de fou, hein. Ça, c'est nos élus. Qui, en plus, nous donnent des leçons de morale. C'est ça qui m'énerve. Les mecs, ils en ont pas un copec et ils veulent que nous, on ait plein. Je dis, ça suffit, arrêtez. Mais la meilleure façon d'arrêter, c'est que vous le sachiez. Parce qu'après, quand ils viennent vous voir en disant qu'ils sont pauvres, tu dis, t'es pauvre, ça? J'en ai un qui a essayé de me planter comme ça. C'est monsieur Philippe Vigy. Il gagnait, lui gagne 19 600 € par mois. Tiens, vous allez voir. Donc j'annonce dans la presse qu'il gagnait 19 000. Il m'envoie un truc incendiaire. C'est pas ça. Je refais mes comptes. En fin de compte, c'était 19 606. Je lui ai renvoyé, c'est calmé. Parce que c'est vrai. Moi, quand je fais les comptes, c'est ce qu'il gagne. Vous connaissez l'IRFM? Il faut arrêter ça aussi. Ça, c'est le prochain combat que je vais mener. Indemnité représentative de frais de mandat. 5 770 € par député, 6 200 € par sénateur. C'est de l'argent de poche. Non justifiable. Non imposable. On va où, là? On va où? Moi, je suis fonctionnaire. Si je veux me faire rembourser un ticket de métro, il faut que je montre le ticket de métro. Un chef d'entreprise,
S'il fait un déjeuner qui paye avec la boîte et qui ne fournit pas la facture, il peut être accusé de détournement de biens social. Pourquoi les élus, eux, ne font pas? Moi, j'ai la liste de 200 élus, et ce que je vous dis encore une fois est vrai. J'ai la preuve que 30% des parlementaires, 30%, donc 577 députés, 348 sénateurs, ont eu affaire soit au fisc, soit à la justice. Soit au fisc, soit à la justice. Est-ce que ces gens-là nous représentent? Non. Moi j'en ai marre, j'ai le nom de 250 parlementaires qui se sont payés une maison personnelle avec l'IRFM. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez, il y a quelques temps, là, on a une dizaine de permanences politiques qui ont été détruites, saccagées, par des gens en colère. Vous avez entendu parler dans la presse, on en a parlé un petit peu. Ils ont détruit 2 ou 3 permanences PS, 2 ou 3 permanences des Républicains, voilà, les mecs un peu en colère qui cassent tout. Et c'est marrant. Aujourd'hui, tu déchires la chemise d'un mec, tu te retrouves au tribunal. Là, il n'y a pas eu une seule plainte. Moi, ça m'a étonné. J'ai appelé, on m'a dit, mais attends, Philippe, s'ils n'ont pas porté plainte, c'est qu'on ne veut pas rajouter à l'atmosphère délétère, on veut calmer les esprits. Les mecs, ils ont bien saccagé, hein. J'ai vu une de photos, ils avaient tout cassé à l'intérieur. Hein. Mais après, j'ai compris. Sur les 10 permanences, il y en a quelques-unes qui sont en nom personnel des élus. S'ils allaient porter plainte, ils étaient obligés de donner leur nom, les mecs. Et le pot de rose était découvert. Donc on a calmé le jeu, on ne va pas porter plainte. Mais est-ce que c'est normal que ces gens-là se payent des maisons avec notre argent? Parce que c'est notre argent, n'oubliez pas, et je le dis toujours, les députés, les sénateurs, les élus, c'est nos employés. C'est nous les employeurs. Ils nous prennent, ils se prennent pour des maîtres, mais c'est nous les employeurs. Il faut leur rappeler, et continuer et comment recommencer à leur rappeler, que leur mandat, ils sont locataires. Ils ne sont pas propriétaires. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des élus qui sont élus de père en fille, en petit-fils, etc. Moi, j'ai un endroit dans le Var où j'ai épongé, il y a au moins 40 personnes de la même famille qui sont élus. Alors eux, ils ont fait très fort pendant 30 ans. Parce qu'ils étaient tellement bien organisés qu'il y en a un qui était à la DDE, l'autre il était au syndicat du machin, et les mecs, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Pendant 30 ans, ils ont fait ce qu'ils voulaient sur la ville. Mais ça suffit. Ça suffit. Moi, je vote pas, je veux pas de ces gens-là. Parce que c'est mes enfants. Parce que je ne veux pas de l'huile et du gaz de schiste, je ne veux pas du gaz de clou, parce que les gens, ils votent des lois. Là, ils ont changé le code minier. Ils n'ont pas fait. Vous savez qu'avant, le sous-sol appartenait... c'est la même loi, que ce soit à Marseille, ou que ce soit à Brest, ou que ce soit à Strasbourg. Le sous-sol. Eh bien, ils ont passé une petite loi qui n'est pas encore tout à fait passée, où les maires des communes n'auront même pas besoin de demander l'autorisation à leurs voisins. Ils sont en train de nous la mettre profond. Uniquement pour gagner du pognon. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, il faut qu'on les laisse faire et qu'on les laisse continuer à faire? On peut tous voter pour Méluchin. Non, mais je l'aime bien, il me gonfle, mais je l'aime bien. Enfin, j'aime bien ce qu'il dit. J'aime bien ce qu'il dit. Mais tu vois, ce qui me gonfle, là aussi, et là où je deviens fou, c'est que par exemple, sur la primaire, ils ont téléphoné pour que Philoche ait pas ses voix. Et ils ont fait chanter Marilyn Heinemann pour qu'elle puisse pas se présenter. Ça me gonfle. Et que dans ces cas-là, l'ensemble des hommes politiques ne dit rien. Regardez sur Fillon en ce moment, l'ensemble de la classe politique nous a entraînés sur le fait qu'il ne fallait pas embaucher sa femme ou son fils. Déclaration de Hamon et de Valls lors du dîner machin, et c'est ce que tout le monde... Mais en fin de compte, c'est encore un leurre pour nous baiser. Qu'est-ce qu'on fait des maîtresses? On a le droit. Et quand ma femme est embauchée par un autre député, on aura toujours le droit. Et quand mon fils sera embauché par un autre député, on aura toujours le droit. Ils sont futés les mecs, hein. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Parce que la réalité du problème par rapport à ça, c'était de jouer la compétence. Est-ce que c'est normal qu'on embauche une assistante ou un assistant parlementaire de niveau Bac plus 5, alors que la nana n'a pas son CAP de coiffeuse? Est-ce que c'est normal qu'on n'ait aucune règle sur le profil du poste? C'était ça le vrai problème. Aucun statut. C'est-à-dire que tu peux embaucher un assistant parlementaire à coller des enveloppes. C'est légal. Mais personne n'est intervenu là-dessus, parce que ces gens-là, à chaque fois qu'il y a un truc qui pourrait moraliser la vie politique, font un pas en avant et 3 pas en arrière. Je vais vous en donner un autre. Vous vous souvenez de l'affaire Cahuzac? Suite à l'affaire Cahuzac, il y a eu un truc qui s'appelait les déclarations d'intérêt et d'activité.
qu'ils ont obligation de remplir tous les mois, tous les ans. Tous les ans, ou à chaque fois qu'il y a un changement sur le truc. La moitié des députés ne le font pas. Il y en a même qui ont répondu néant, néant, néant. Un truc de fou, hein, un truc de fou. Et après, ils ont pondu aussi la loi sur le patrimoine. Progrès social. Moralisation de la vie politique. Alors déjà, tu n'as pas le droit d'aller consulter le patrimoine d'un élu qui n'est pas de ton endroit. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vote dans le 91, je n'ai pas le droit de consulter les patrimoines d'ici. Première chose. Deuxième chose, il faut prendre 2 mois à l'avance, rendez-vous 2 mois à l'avance à la préfecture. Troisième chose, vous y allez, on vous fait poser votre portable, vous n'avez pas le droit de faire de photos, vous avez juste le droit de prendre un crayon. Quatrième chose, pendant que vous regardez le patrimoine du mec, il y a un mec derrière vous qui regarde ce que vous faites. Et déjà, c'est un peu le parcours du combattant. Hein. Mais le pire, il n'est pas là, parce que moi j'ai creusé. Quand vous publiez quelque chose du patrimoine d'un élu, vous pouvez être condamné à 45 000 € d'amende. Par contre, l'élu qui a truandé sur son patrimoine, lui, c'est 35 000. Il y a un moment donné où ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des bœufs. Donc je publie ton patrimoine qui est faux. Moi, je suis condamné à 45 000. Et je découvre que ton patrimoine est faux, toi, tu es condamné à 35 000. Ils nous prennent pour qui? Mais les gens se sont arrêtés à la première marche de l'annonce. C'est-à-dire, ils n'ont pas été chercher plus loin que ce qu'il y avait dedans. Moi, ce genre de truc, quand je les découvre, me rend fou. Parce que je n'élis pas des gens pour qu'ils me fassent ce genre de choses. Mais c'est vrai que la soupe est tellement bonne que c'est pas simple. Hein. Moi, le premier, j'ai failli tomber dedans. Parce que quand j'ai été élu président de la formation professionnelle d'apprentissage, je gérais quelque chose comme 800 millions d'euros par an. C'est pas rien. Les CFA, l'école de la deuxième chance, l'alternance, etc., etc. Ce que je vous dis, je vous jure que c'est vrai. Hein. J'ai mis une demi-journée à comprendre qu'on parlait de moi. Donc le matin, je me fais élire président. Bah, déjà, il y a plein de gens qui me tutoyaient la veille, qui se mettent à me vouvoyer. Je me dis, pourquoi tu me vouvoies, toi, maintenant? Tu me tutoyais hier. Et puis après, les gens qui disent, le président veut un fauteuil? Bah, je dis, allez voir Jean Polichon. Moi, je sais pas s'il veut un fauteuil, lui. Non, c'est à moi qui parlais. C'est à moi qui parlais. Et si tu fais pas gaffe, ça peut vite te monter au cerveau. Parce que du jour au lendemain, et je l'ai connu parce que j'ai aussi fait un peu de télé dans les caméras cachées ou des choses comme ça, dès que tu passes à la télé, dès que tu as du pouvoir, tu deviens beau. Je vous jure que c'est vrai. D'un seul coup, la veille, t'étais moche. Le truc, il est, à un moment donné, tu peux vite inverser les valeurs dans ta tête. Manuel Valls, salut Manu si tu m'écoutes, il supporte pas, donc je le fais à chaque fois. Manu si tu m'écoutes. C'était un mec sympa, quand moi je l'ai suivi en 2001. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu un tyran, tout ce que vous voulez, il va m'envoyer ses sbires. Et puis, comme tu es habitué à ce que tout ce que tu dis c'est génial, tu as une cour autour de toi qui t'entoure, qui eux ramassent les miettes de ce que tu fais. Tu vois même plus la terre, tu vois même plus les gens, tu vois plus que la cour autour de toi. Et tu écoutes ce que te dit la cour. Et si tu n'es pas les 2 pieds sur terre, tu finis par y croire. Manuel, par exemple, on croit souvent les élus c'est des méchants, etc. Mais Manuel, il passait dans un endroit, il dit oh, tu me fais chier, toi, putain. Et bien les gens autour avaient traduit qu'il fallait tuer. Manuel était déjà passé à autre chose, hein. Mais les mecs autour, pour plaire au chef, et ben la guerre est déclarée contre ce mec. Hein. Donc des fois, les élus sont pas méchants, des fois c'est la cour et les courtisans qui sont autour, qui d'un seul coup. Donc c'est pas ça, tu vois, j'enfonce les élus, mais je les défends aussi par certains côtés. Moi, quand j'étais président de la formation professionnelle d'apprentissage, je vous jure que c'est vrai encore une fois, j'avais 1,10 m de dossiers à lire par semaine. Je suis un type très terre à terre, j'avais refusé de recevoir ça par Internet. Moi j'aime bien lire, j'aime bien avoir le papier dans les mains. Donc il m'envoyait ce que je devais lire et sur lequel je devais prendre une décision chaque semaine. J'avais 2 boîtes aux lettres. Le facteur, il me haïssait. Parce que c'était des trucs lourds. 1,10 m de dossiers, je devais me statuer sur ces dossiers. C'est impossible à lire. Malgré toute la bonne volonté que j'ai, c'est impossible à lire. Donc il y a des gens qui étaient chargés de ça. Mais après, c'est dangereux. Parce que par exemple, moi quand j'étais en formation professionnelle, j'arrivais en commission, les mecs me présentaient 2 dossiers à statuer. Construction d'un CFA, par exemple. Ils me présentaient un bidon
et le dossier sur lequel ils voulaient que je vote. Ils oubliaient juste de me présenter les 10 dossiers qui étaient arrivés, que eux avaient déjà sélectionnés. Et comme tu es pressé par le temps, parce que faut que ça tourne, etc., tu n'as pas forcément le temps de dire je veux voir les 10 autres dossiers. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça, qu'il y a des élus qui essayent de bien faire, et moi le premier j'essaie de bien faire, mais même en faisant bien, tu te fais assassiner. Je vais vous donner un exemple que j'ai pratiqué, c'est-à-dire que j'avais monté un truc qui s'appelle, moi je suis un peu franchouillard, et j'ai remarqué que les apprentis, par exemple, n'avaient pas le temps d'apprendre l'anglais. Parce que quand tu quittes l'école à 14 ans, quand tu vas commencer à bosser, tu vois. Et donc j'avais institué un truc sur l'Île-de-France, ce qu'on appelait les chèques d'anglais. C'est-à-dire que pour les apprentis, d'accord, on donnait des carnets de chèques, et avec ces carnets de chèques, les mecs pouvaient apprendre l'anglais chez les débutants. Vous me suivez? Ils donnaient un chèque, et puis ils commençaient à apprendre l'anglais. Première année, le bilan arrive. Je regarde, 63% de distribution des chèques anglais, bac plus 5. Si, c'est moi le président. Oui, monsieur le président, vous comprenez, c'était plus facile de passer par les Crous savent distribuer, mais c'est bien, on les a distribués. Il dit, mais attendez, vous foutez de ma gueule. Les bac plus 5, pour moi, ils savent parler anglais. Donc vous revenez, je vous préviens l'année prochaine, si vous me refaites le coup, ça va mal se passer. Deuxième année, rebelote. Je regarde le bilan, 52% bac plus 5. Ah, monsieur le président, on a fait des progrès, hein. Attendez, hein, vous avez vu, on est passé de 67 à 52, vous pouvez pas nous dire qu'on n'a pas travaillé. Je n'ai rien à foutre. Moi, c'était pour les apprentis, ces chèques d'anglais débutants. Ben, vous savez ce qui s'est passé la troisième année? Ben, on m'a supprimé le budget. Comme j'ai pas voulu céder. Et du coup, j'ai eu un gros dilemme dans la tête. Parce que ce qui restait de gosses qui auraient quand même pu en profiter, ben, du coup, ils l'avaient plus. Mais j'ai pas voulu céder pour le principe. Ce qui n'est pas simple. Donc les élus ne sont pas tous à mettre aux ordures. Il y a quand même des élus propres. Mais c'est vrai que plus on remonte en haut de la pyramide, plus je rencontre des élus qui s'en foutent plein les poches, qui se foutent de nos gueules et qui en plus ne bossent pas. Et pour moi, c'est admissible. Dernier petit point que j'aborde pour vous expliquer, et puis après je vais vous laisser la parole parce que sinon moi je peux parler. Est-ce que vous avez pris vos sacs de couchage? Sinon moi je peux continuer. Je peux vous parler? Ah ouais, vous êtes venu pour la paella, putain, je croyais que c'était pour moi, merde. Donc, la liberté d'expression, aujourd'hui, est en train d'être complètement jugulée en France et personne ne s'en rend compte. Et quand je dis que la liberté d'expression est en train de se juguler, elle est en train d'être étouffée, grave. Ce que je vous dis encore, j'en ai des preuves. Et personne ne s'en rend compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les deux seuls journaux qui sont totalement libres, c'est Mediapart et le Canard enchaîné. Tout. Non. Non, excuse-moi, attends, mon premier patron s'appelait Henri Krasuki. Donc l'Humanité, elle reçoit des fonds de l'État. Oui, d'accord. Non, sauf le Canard enchaîné, sauf Mediapart. Non, Charlie Hebdo reçoit des fonds d'entreprises privées. Non, j'ai tout vérifié. Donc l'UMA a un peu plus de vérité, mais l'UMA a mandé, ferme sa gueule, parce que sinon elle n'a pas de subvention. Non, mais je m'en veux pas, j'ai bossé. J'ai vraiment, mon premier patron s'appelait Henri Krasuki. Mais c'est normal. Attends, t'es un méluche, tu vas pas me dire que t'es d'accord avec moi. C'est évident. Non, mais c'est évident. Non, mais j'ai bossé au syndicat du livre, les mecs, la CGT, je connais. Et c'est pas pour ça que les deux seuls journaux qui sont totalement indépendants en France aujourd'hui, c'est Mediapart et le Canard enchaîné. Mais non, Marianne, tu rigoles. C'est mon pas. Je parle de ceux qui sont vraiment indépendants et qui peuvent cracher sur la droite, qui peuvent cracher sur la gauche, qui peuvent cracher partout. Il y a 9 milliardaires qui possèdent les journaux. Voilà. Après, c'est tenu par des boîtes privées, c'est tenu par des milliardaires. Est-ce que vous avez vu une seule fois TF1 dire du mal de Bouygues? Est-ce que vous avez vu une seule fois Canal+ dire du mal de Bolloré? Est-ce que vous avez vu Le Figaro, etc., par image, dire du mal de Dassault? Et pourtant, il y en a des choses à dire. Mais ça, c'est en train de s'accentuer. Personne ne s'est rendu compte que le procès que M. Bolloré a fait, j'en ai parlé ce matin, le procès de 52 millions à France 2. Vous l'avez vu ce procès? Il a fait un procès parce que France 2 a fait un reportage sur ce qui faisait pas bien en Afrique, et Bolloré a fait un procès qu'il va perdre. Il va le perdre, parce que ce que les journalistes ont fait, c'est vrai, c'est propre, c'est prouvé, etc. Il va le perdre. Sauf que, pendant 5 ou 6 ans, les mecs, ils sont obligés de prendre des avocats, d'aller au procès, de revenir, et lui, il en a rien à foutre, Bolloré, il a du pognon. Et ça, c'est pas pour casser les gens, c'est pour faire un message subliminal aux autres journalistes. Si vous faites pareil, ça sera pareil pour vous.
Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que maintenant, il est en train de se mettre en place une auto-censure. Où le mec, pour pas être emmerdé et avoir un procès sur la gueule pendant 5 ou 6 ans, il dit oh non, ça, attends, on fait pas, parce que sinon je vais dans les emmerdes, là l'autre il va me faire un procès, je vais pas m'en sortir. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Une deuxième truc qu'il a fait, il y a une association qui s'appelle Bastamag, qui elle aussi a sorti un procès, a sorti quelque chose sur ce qu'il faisait avec les enfants en Afrique, etc. Monsieur Bolloré fait un procès en diffamation. Jusque-là, j'ai rien à dire, même si c'est pas très fair-play. Parce que lui, encore une fois, il a du pognon, mais c'est dans le procès en diffamation, et heureusement, je remercie la justice qui, pour une fois, a bien fait son travail. En première instance, il a été débouté, et avant-hier, en appel, il a été débouté. Mais il va quand même aller en cassation. Mais en plus de l'association, et c'est là où c'est important, il a aussi fait un procès, et quand je dis un procès, c'est un procès en diffamation au pénal, lui, qu'il a attaqué. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait venir les gendarmes, etc. À 2 personnes comme vous et moi, qui avaient simplement partagé l'information de Bastamag sur leur Facebook. Vous savez, le petit clic, partage. Donc ces gens-là avaient pris l'information de Bastamag et l'avaient mis sur leur Facebook. Les 2 personnes dont je vous parle, qui sont des gens comme vous et moi, la secrétaire, le petit pâtissier, etc., ont vu débarquer les gendarmes à 6 h du matin, avec perquisition, embarquer mon ordinateur, uniquement parce qu'ils avaient partagé, sans mettre de commentaires, l'information sur Facebook. Et en plus, Bolloré, il a du pognon, lui. Mais quand tu es secrétaire de mairie, que tu as un procès en diffamation au pénal, il faut que tu payes ton avocat. Il faut que tu ailles au procès. Ça, c'est un bon moyen, s'il gagne, parce que là, il est en cassation, mais j'espère qu'il va gagner, de faire dire aux gens, attention maintenant. Si vous partagez la moindre information, je peux vous foutre un procès au cul. Et j'ai pris Bolloré. Mais moi, j'ai un gosse que je connais bien, qui s'appelle Bob Parami, qui bosse à la mairie d'Evry. Écoutez bien, parce que ce que je vous dis est vrai. Le soir, il rentre chez lui, sur son ordinateur personnel, sur son Facebook personnel, il partage une photo de mauvais goût, je vais vous en parler, sur son propre Facebook. Il n'a mis aucune annotation. Je ne parle pas de la nana qui a pris un singe en disant « espèce de salope, espèce de gueudon, tout bira remonte dans ton arbre ». Rien. Bon, je reconnais, c'était une photo de mauvais goût. Je reconnais. Vous savez, c'est ceux qui ont été à l'auto-école avant, quand tu passais ton concours d'auto-école, tu étais dans une voiture, tu voyais par le pare-brise avant, et puis tu devais dire qu'est-ce que tu fais, tu t'arrêtes, etc. Et là, c'était ça, et il y avait valse devant la voiture, il y avait marqué qu'est-ce que tu fais, ah, je m'arrête, je lui casse la gueule, 2, je roule, 3, je fais marche arrière. Je reconnais, c'était de mauvais goût. D'accord? Si, j'en connais. Ah, elle l'a vu, là. Et bien, le lendemain, le DGS de la mairie, il a été mis à pied 4 mois de manière révocatoire, je crois qu'on appelle ça, conservatoire. 4 mois. Le lendemain, et il a été révoqué de la fonction publique. Révoqué de la fonction publique. Et les juges ont dit, c'est pas la peine de tenir en appel, vous allez perdre. Donc le gamin, qui a quand même 5 gosses, hein, il a uniquement partagé une photo sur Facebook. Certes, de mauvais goût. Mais on n'est pas dans un pays de liberté d'expression. Hein? Mais c'était pas gratuit parce que le mec, il bossait à la mairie d'Evry. Donc c'était aussi un message pour les autres employés de la mairie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on assiste aujourd'hui à un étouffement de la liberté d'expression de façon insidieuse. Il y a certains pays, moi j'étais en Russie, j'étais en RDC, j'étais en Ukraine, à une époque où il y avait encore machin, je peux vous assurer que tu bougeais, tu te retrouvais vite au goulag, ou en brochette en RDC, dans les restaurants de rue. Hein. Et rapide, tu ne savais pas si c'était toi ou si c'était une chèvre. Hein. Donc là, il y a ça pour étouffer la liberté d'expression. En nous, en ce moment, ça devient insidieux. C'est un étouffoir de la liberté d'expression par le fric et par l'autocensure. Vous voyez? Donc, on a des élus qu'on ne mérite pas, et on est là. Et troisième chose, et je vais arrêter parce que je vais vraiment me poser la question, aujourd'hui on ne peut plus faire de politique si on n'a pas d'argent. Personne ne s'en rend compte. Une campagne présidentielle, c'est 50 millions d'euros. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai, il y a un mec qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. 50 000. Et si Sarkozy s'est fait gauler, ça ne veut pas dire que les autres, ils n'ont pas fait pareil. Hein. Puisque quand je regarde la campagne de Sarkozy, quand je regarde la campagne d'Hollande, c'est à peu près pareil, à 1 ou 2 meetings près. Donc lui, il s'est fait gauler, l'autre, il s'est pas fait gauler. Donc 50 millions d'euros, une campagne présidentielle. Moi, je sais de sources sûres, aujourd'hui, que par exemple, les pétrogaziers ont filé 5 millions d'euros à droite, 4 millions d'euros à la gauche. Mais si moi, je te donne de l'argent, des sommes, on est d'accord, hein? Derrière,
Je veux un retour sur investissement. Une campagne législative aujourd'hui, ça coûte entre 30 000 et 70 000 euros. Je n'ai pas les chiffres exacts. C'est un truc de fou. Qui va pouvoir faire de la politique encore aujourd'hui? Ils sont en train de tout verrouiller. L'histoire des 500 élus pour être à la présidentielle, c'est une folie. C'est une folie. Parce qu'en plus, il faut publier les noms. Donc ils font des pressions sans arrêt. Donc il y a plein de gens qui ne pourront pas se présenter à côté de ça, à cause de ça. Ne va rester en lice que les gros partis dominants, la droite, la gauche, plus un petit peu le Front National pour pouvoir vous faire peur au deuxième tour. Moi, j'appelle pas ça de la démocratie, mais ça, c'est aujourd'hui. Et personne ne s'en rend compte. On se dirige vers ça. C'est aussi les médias aussi qui nous l'imposent aussi. Qui jouent le rôle de nous mettre dans la tête que Alors, qu'il n'y a que la gauche ou la droite qui... on revient à ce que je te disais. Les médias, ils appartiennent à qui? On voit. Le problème, il est là. Et comme en plus, nous, en plus, on est pris par le temps, on est pris par nos problèmes, on est pris par nos crédits, on est pris par autre chose, on ne se donne pas la peine d'aller chercher l'information. Donc on prend juste l'information qu'on nous sert dans la figure. Et on la prend pour argent comptant. Mais petit à petit, de façon insidieuse, tout ça est en train d'être verrouillé. Pour qu'on continue, surtout ce qu'ils veulent. Et je dis donc, c'est qu'on continue à ne plus regarder quel est le nom qu'il y a sur un bulletin de vote. Puisqu'on ne va plus voter pour, on va voter contre. Donc on n'a rien à foutre du nom sur le bulletin de vote. Mais c'est une évidence, on s'en fout. On vote contre. Et c'est ce qu'ils veulent. De la même façon que les entreprises aujourd'hui, si on n'y fait pas gaffe, ne veulent pas qu'on lise ce qu'il y a sur les étiquettes. Ils veulent juste qu'on achète. Et ces gens-là, petit à petit, sont en train de fusionner. Je vous donne un exemple bien simple. Les Américains, ils ont tout compris. Ils ont tout compris avec Trump. Avant, ils payaient des hommes politiques. Je m'excuse, je remonte mes bretelles. Il y a un âge où on a des bretelles. Avant, ils payaient des hommes politiques. Mais ils ont dit on arrête, c'est de l'argent rien. Maintenant, ils mettent des chances d'entreprise au pouvoir. C'est vachement mieux pour faire du profit. Ils suppriment les intermédiaires. Et si nous, on ne fait pas gaffe, c'est ce qui va nous arriver. Demain, et je ne mens pas quand je vous dis ça, on aura Monsanto, ministre de l'Agriculture. On aura Google, ministre de l'Éducation. Mais je vous l'assure. Et on aura Philippe Maurice ou Malboro, ministre de la Santé. Ça se voit quand ils privatisent tout. Les autoroutes, ça se voit déjà, c'est des arrangements. Mais c'est un truc de fou. Et nous, on laisse faire. Et nous, on dit rien. Et nous, on subit. Et nous, on ne va pas regarder. Et moi, je dis, et j'écris, pour que vous sachiez, et que vous regardiez. La première des choses, arrêtez de voter pour des élus pourris. Même si c'est ton frère. Même si c'est ta sœur. Je suis ton père. Non, je ne voterai pas pour toi. Et on fait comment en présidentielle alors, par exemple? Alors, je le dis toujours, je suis ni un gourou, ni une assistante sociale, ni un dieu. Non, je comprends. Mais moi, je fais toujours gaffe. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut voter pour Méluche. Non, je dis, moi, je peux vous dire ce que moi je vais faire. Moi, je peux vous dire ce que moi je vais faire. À titre personnel. Quand je sors mon prochain bouquin, là, qui sort le 16 mars, j'espère, avec mon éditeur, on voulait mettre un sac à vomi à la fin du livre. Je vous jure que c'est vrai. Puis en fin de compte, c'était un peu cher en fabrication. Donc on a eu une autre idée, j'ai eu une autre idée, c'est que moi je vais mettre des bulletins de vote à découper à la fin. Bonnet blanc, allez vous faire foutre, les gens choisiront, je vais en mettre 4 au choix. Moi je vais prendre un bulletin. Au premier tour, je vais voter pour un petit candidat. C'est clair. Je vais voter pour un petit candidat. Et au deuxième tour, je vais voter nul. Point barre. Parce que je ne veux plus être manipulé. Mais dans l'absolu, on n'a aucun pouvoir. Mais tu as le pouvoir de voter nul, encore. Je veux dire, mais Ça, je vais le faire de toute façon. non, mais aujourd'hui, j'ai pas la solution. Plus on sera nombreux à être transparents par rapport à ce qu'ils font, plus on sera nombreux pour dire je refuse de voter pour des produits périmés. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On vote pour des produits périmés. Plus on sera nombreux, à un moment donné, ils vont être obligés de changer la loi. Parce que maintenant, on peut, je vous en ai pas parlé, mais on a une immense force maintenant. C'est qu'on est le nombre, et qu'en un quart d'heure, moi je peux toucher 400 000 personnes. Et que tout le monde peut le faire dans la salle. Et que quand j'ai lancé l'histoire du casier judiciaire il y a 2 ans et demi, personne n'y croyait.
Personne n'y croyait. Quand j'ai fait ma première émission, les gens, arrête, tu n'y arriveras jamais, ils vont pas se tirer une balle dans la tête, les mecs, ils vont pas voter ça. Et ben ils l'ont voté à l'unanimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut. Ça veut dire que quand tu as des mecs comme L24 qui sortent des trucs sur les abattoirs et que c'est suffisamment fort pour que ça émeuve tout le monde, 2 mois après, ils pondent la loi. Donc aujourd'hui, on peut. Quand on a sorti le truc avec Ivan Stefanovic, qui avait 250 sénateurs et députés qui s'étaient payés leur maison personnelle, je dis bien personnelle, avec les RFM. D'accord? C'est-à-dire qu'en plus, ils faisaient un crédit, ils remboursaient avec le crédit en 5 ans ou 6 ans. Ils ont changé le truc. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit. Donc on peut gagner. Moi, je ne suis pas dans le défaitisme. Je suis dans la bouteille à moitié pleine. Alors c'est vrai que ce n'est pas un combat qu'on va gagner aujourd'hui. Mais c'est vrai que si on se bat, des élus propres, on peut les avoir. Parce que des élus propres, il y en a plein autour de nous. Mais on ne vote pas pour eux. On vote pour les salopards. On vote pour le système. Mais c'est vrai. Et mon dernier problème, c'est que en France, les gens, il va falloir un peu éveiller son parce qu'on préfère un élu pourri à un élu inter. Ah bah ouais. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, un élu pourri, il te trouve une place de crèche. Un élu pourri, il embauche en surnombre du monde dans sa commune. Un élu inter, non? Et qu'est-ce qu'on fait quand un élu inter refuse d'embaucher son fils dans la commune? Ah bah je voterai pas pour toi. Et ça, il faut qu'on arrête. Philippe, ouais. Moi, on va peut-être... Ah, excusez-moi. Ouais. Parce que moi, je peux parler 3 heures. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vous ai pas parlé de tout parce que j'ai encore plein de choses à vous dire et à chaque fois, c'est pareil. Juste, tu permets, pendant que je bois un coup, je vais juste... Pardon, je parle trop, excusez-moi. Voilà, bon, ça va, vous n'avez pas trop mal à la tête. C'est bon le moral, là? Vous avez le moral? Bon, ben voilà, ça redonne un petit peu de pêche quand même quand on voit des gens comme ça. Hein. Alors j'avais une grosse question par rapport au livre Pire grosse d'État. commission Une grosse question. Tout de suite, avant même d'avoir fini le livre, en fait, on se rend compte qu'à chaque fin de chapitre, lors des conclusions, réflexions et tout ça, c'est formulé, on dirait, volontairement pour énerver les gens. Mais à côté de ça, on n'a pas vraiment de discours mobilisateur ou de forme de rassemblement qui peut être proposé à côté, quoi. Pourquoi ? J'adore parce qu'à chaque fois on me fait le même coup. Donc je redis, je ne suis ni Dieu, ni une assistante sociale, ni un gourou. Donc je refuse de faire comme font les mecs qui disent ouais, je suis contre et puis qu'après ils prennent la place des autres. Moi ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour éveiller les consciences. Je suis là pour que les gens prennent leur destin eux-mêmes en main. Je ne suis pas là pour que les gens me suivent. Je ne suis pas Méluche, moi. Non mais si on peut, justement détrompez-vous, tout seul on peut. Aujourd'hui, les révolutions, ils peuvent se faire de chez soi. Je vais vous en donner une que je lance bientôt et qui va être très marrante. Qu'on peut faire, je vais lancer une autre pétition qui va marcher. Je vais demander aux gens de s'engager. Écoutez bien parce que ça vaut ce pesant d'or et ils vont être foudrage. Je vais demander aux gens de s'engager, par écrit, hein, donc en signant « je m'engage » sur une pétition, à répondre n'importe quoi à tous les sondages. On fait l'inverse de ce qu'ils attendent. Parce que le taux d'erreur sur les sondages aujourd'hui, t'as compris. Le taux d'erreur aujourd'hui sur les sondages en dessous de 1000 sondés, c'est 5%. Si j'ai 100 000 personnes qui répondent, qui s'engagent à répondre n'importe quoi au sondage, tous les sondages, le taux d'erreur passe à 12%. Plus aucun sondage est valable en France. Monsieur Bolloré, qui vient de racheter l'Ipsos, ça aussi. Ah ouais, il a racheté des parts dans l'Ipsos et c'est lui avec le patron. Il peut mettre à la lourde tous les mecs qui font des sondages. Tu vois qu'on peut. Et ça, tu le fais de chez toi. Et on casse le système. Moi, je ne veux pas remplacer des pourris par des connards. Je veux qu'on change le système. Et changer le système, c'est grâce à nous. C'est pas en remplaçant ces gens-là. Il faut changer le système et ces gens-là vont tomber comme des vieilles feuilles. Tu vois ? Si tu commences à faire une révolution, et c'est là où il faut être stratégique, tu regardes les révolutions, les gens qui avaient des droits, après la Révolution, ils ont des privilèges. Mais on ne change pas le système. Donc je ne suis pas pour les révolutions. Je ne suis pas pour les mecs providentiels qui arrivent, et on le voit avec Podemos, et on le voit avec plein de choses, quand les mecs rentrent dans la soupe, ils veulent tous changer la soupe. Hein. Puis quand ils disent « Ah merde, elle n'est pas mauvaise !» Une fois qu'ils y ont goûté, je ne sais pas pourquoi, ils ont du mal à la changer. Tu vois ? Mais il y en a. Il y en a, sauf que moi, l'exception, ça ne me suffit pas. Parce que l'exception, on va la montrer du doigt, on va dire ouais, celui-là, il est génial, celui-là, il est beau, et autour de ça, tous les autres vont être pourris. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on change. Quand je vous propose de répondre n'importe quoi et de vous engager par écrit à répondre n'importe quoi à tous les sondages, c'est pour foutre en l'air le système, puisque ces mecs-là ne travaillent que par sondage.
Si on bousille les sondages, ils vont être obligés de descendre, voir ce que veulent vraiment les gens. Et s'ils descendent voir ce que veulent vraiment les gens, ils vont être obligés de changer les choses. Parce que quand tu vas les rencontrer, là, tu me fais chier, c'est pas ça qu'il faut faire, bonhomme. Ils vont être obligés de le faire. Comme on a fait pour le casier judiciaire vierge. Je te jure que pour le casier judiciaire vierge, on a pourri les emails d'une centaine de députés pendant 1 an et demi. Le mec, il changeait d'email, c'est pas grave, je le retrouvais. Et on envoyait des gens dans les réunions, comme celle-là. Oui, je voudrais parler de mon programme électoral. Monsieur le député, je voudrais parler. Vous êtes pour ou contre le casier judiciaire vierge pour être élu réélu? Bon, oui, je suis... Ouais, tu vois. Ils ont cédé. On peut. Aujourd'hui, on est le nombre. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut s'envoyer des messages à travers le monde entier. Aujourd'hui, on peut monter une opération en 1/4 d'heure. Tout le monde le sait. On peut. Mais il faut le faire pour changer le système. Il ne faut pas le faire pour remplacer les connards par des pourris. Le système en lui-même n'est pas vraiment mauvais, c'est ceux qui s'en occupent qui sont mauvais. Non, mais je peux t'assurer qu'ils sont quand même bien... Le système a été adapté à des pourris. Hein. Ils se le sont bien adaptés pour eux. Hein. Ils l'ont construit. Et très honnêtement, je te conseille les 3 livres d'un mec qui s'appelle Philippe Pasco. Il a tout écrit dedans parce que je ne peux pas vous en parler toute la soirée. Je peux t'assurer que la soupe est vachement bonne. C'est plus de la soupe, c'est des ortolans. Pas, encore une fois, pour le petit élu de base. Dès que tu montes en haut de la pyramide. Est-ce que c'est normal que j'ai un mec, il a eu jusqu'à 26 mandats 26 mandats. Il fait 90 heures en 24 heures. 90 heures en 24 heures, et il est payé pour 150. Madame. On voudrait tous changer quelque chose pour les prochaines élections. Qu'est-ce qu'on lance? Vous nous lancez quelque chose pour les prochaines élections, je sais pas, par exemple, sur votons tous blancs ou demandons... Je redis ce que j'ai dit au monsieur. Moi, je me sens pas capable de lancer quelque chose. Moi, je peux vous dire ce que moi je vais faire. Je refuse de donner les consignes. Je m'appelle pas Mélenchon. Oui, mais il y a des tas de gens... Je vais pas mettre à manger du quinoa pour récupérer tous les véganes. Donc, moi, personnellement, premier tour, ce que je vous dis ce que je vais faire, je vais voter petit candidat. Et deuxième tour, je vais voter nul parce que j'ai pas d'autre choix pour aujourd'hui. Moi aussi, la dernière fois, j'ai voté pour un petit candidat, mais j'étais la seule dans mon village pour la décroissance. Alors, c'est pas ça qui va faire ça. Hein. Aujourd'hui, t'es 1, demain tu seras 2, après-demain on sera 3. Autre chose qu'il faut que je vous dise important avant de partir, ne vous laissez pas manipuler par le vote électronique. Parce que ça, c'est la prochaine manipulation qu'ils vont nous envoyer. Parce que comme à un moment donné, ils vont être quand même pris à la gorge, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui vont voter, ils vont nous proposer un système pour que les gens puissent voter de chez eux. Et ça, vous allez voir, ça va venir. Hein. C'est invérifiable. Mais voilà, et il n'y a pas pire non sécuritaire que le vote électronique. Donc faites attention à vous faire manipuler. Ah, puis il faut que je vous parle aussi de dernier truc. Vous avez encore 2 secondes, là, vous êtes 2 secondes ou pas? Allez, je vous raconte une arnaque qui vont... Donc vous êtes compris, pour le vote électronique, c'est vraiment une arnaque. Pourquoi? Parce que le vote électronique, il n'y a aucun contrôle sur ceux qui ont voté. Avec le vote nominal, tu comptes les bulletins, il y a des gens qui vérifient, des 2 camps, etc. Le vote électronique, c'est sur une machine. Il y a une nana qui s'appelle Hillary Clinton qui s'en mord les doigts aujourd'hui, hein, aux États-Unis. Parce que c'est vachement facile sur un écran hacké de passer de 49 d'un côté, tu le passes de l'autre côté. Et personne ne voit rien. Et personne ne comprend rien. Donc vote électronique, faites attention, ils vont nous manipuler à travers ça. Et je vais vous donner un dernier exemple sur une fausse bonne loi. Et puis après j'arrête, hein, parce que sinon... Tout le monde est au courant de la super loi qu'ils vont faire en mars 2017. Vous êtes au courant de cette loi? Non. Mais si, une loi pour moraliser la vie publique, sur les gens qui vont être obligés de rendre des mandats, sur le non-cumul des mandats. Tu sais pas ça, toi, ça m'étonne. Donc vous la connaissez, en mars 2017, la plupart des élus vont être obligés de rendre un mandat ou plusieurs. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont rendre le mandat qui les intéresse le moins, d'accord? Hein, ils ne vont pas rendre celui qui les intéresse le plus, on est d'accord. Je rappelle que nous sommes quand même les recordman du monde du nombre d'élus au kilomètre carré. Dernière année municipale, il y avait un élu pour 47 électeurs. Nous sommes aujourd'hui à 618 794 élus, à quelques milliers près. Non, je blague pas, en plus, tout ce que je vous dis est vrai, parce qu'ils ne savent même pas combien il y a de délégués communautaires. J'ai eu la réponse du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'on paye des mecs comme conseillers, on ne sait pas combien il y en a. Donc à quelques milliers près. Donc qu'est-ce qui va se passer quand ils vont rendre le mandat, les gens? Ben, il va y avoir un mandat de libre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remettre des élus sur ces mandats.
Donc on va passer de recordman du monde à super recordman du monde. Comme je suis un type de droite, je vais laisser ça à un copain de droite, celui qui depuis 20 ans qu'il n'a pas de mandat, bah, tiens, pour cette fois, vas-y. De gauche, je vais faire pareil. Mais qu'est-ce qu'on va vous faire après, puisque l'histoire ne s'arrête pas là. Comme ces mecs-là vont avoir un petit mandat, on va nous expliquer que s'ils veulent pas être, si vous voulez pas que ces gens-là soient corrompus, si vous voulez pas que ces gens-là soient tentés, il faut qu'on augmente leurs indemnités. Donc ils vont augmenter l'indemnité de ces gens-là. Donc vous avez vu la loi qui est une bonne loi au démarrage. On se retrouve avec plus d'élus, et avec des élus qui vont devenir alimentaires et redevables. Vous me suivez? Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. L'élu qui aura rendu son mandat, ben lui, il va perdre de son train de vie. Hein. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va trouver une petite combine sur un autre truc pour se faire augmenter. Et qu'on me dise pas que c'est pas vrai. Il y a un type qui s'appelle Xavier Bertrand, qui a rendu un de ses mandats en avance pour dire que lui, il était bien, il faisait avant la loi, etc. Il s'est fait voter 5 500 € en 12 par le conseil communautaire. Donc vous voyez qu'avec une bonne loi, qu'on nous annonce comme bonne loi, en fin de compte, c'est une véritable arnaque à la démocratie. Plus d'élus, plus d'indemnités à des élus redevables, et plus d'indemnités ou autres en douce. Il y a un moment donné, il faut qu'ils arrêtent, ces gens-là, de nous prendre pour des cons. Je connais un élu à Asnières, vous voyez où c'est Asnières? Qui a été réélu, d'ailleurs, c'est un mec pas bien. Il a été réélu, il dépensait 2,5 millions d'euros par an de frais d'avocat. De frais d'avocat. Mais oui, quand je dis de frais d'avocat, c'est pas lui qui paye. Hein. C'est tes impôts. C'est tes impôts. Par contre, les gens en face, eux, ils payent. J'ai planté une nana qui s'appelle Madame Flamme, qui avait fait des choses pas bien sur des ordures ménagères, ou je sais plus quoi. Delanoë lui a payé 5 avocats. 5. Toi, quand tu fais un procès, tu payes toute ta poche. Donc à un moment donné, là aussi, il va falloir qu'on remette de l'ordre. Parce que c'est absolument anormal. Même si je suis d'accord pour qu'un élu, on lui paye son avocat. On doit serrer la façon de payer. Un mec qui a violé, c'est anormal qu'on lui paye son avocat. Eh bien, il y en a que si. Il y en a que si. Parce qu'ils se sont fait voter une délibération au début de mandat, puis après, plus personne ne regarde. Donc ça passe. Ça, c'est complètement illogique. Et ça, c'est la démocratie aujourd'hui, et l'étouffoir démocratique. Parce que du coup, encore une fois, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, quand un élu a open bar sur l'avocat, et que tu veux gueuler et que le mec te fait systématiquement un procès en diffamation, parce qu'il y a une augmentation des procès en diffamation aujourd'hui, ben, tu payes de ta poche et tu fermes ta gueule. Allez, j'en donne 2 petits derrière. Dans mon prochain livre, vous allez le voir. Il y a une augmentation des procès en diffamation. Et ce que je vous dis, encore une fois, est vrai, prouvé et véritable. Il y a un mec, dans un conseil municipal, il traite le maire de chamallow, en disant il est un peu mou. Le maire a fait un procès. Il a gagné. Parce que la loi en diffamation, c'est la seule loi où tu dois prouver ce que tu affirmes. Donc comme le mec a pu prouver que le maire était un chamallow, il a perdu. Je vous jure que c'est vrai. J'ai un deuxième cas aussi où le maire a dit ah, tu te prends pour Louis XIV. Le maire a porté plainte. Il a perdu. Non, il a gagné. Parce que le mec n'a pas prouvé que le maire était Louis XIV. Il y a un moment donné où il va falloir que la justice arrête de statuer sur des conneries pareilles. Parce qu'ils s'en foutent, ils ne payent pas l'avocat. Ils ne payent pas l'avocat. Le mec qui est attaqué, lui qui attaque, il est obligé de payer l'avocat, il est obligé de se déplacer, il est obligé de prendre des jours de congé. Et ça, c'est plus de la démocratie. C'est de l'étouffoir de la liberté d'expression dans la démocratie. Ça, il faut juste que vous le sachiez pour pas que ça se reproduise. J'arrête parce que sinon j'ai encore plein d'autres trucs que j'ai oublié de vous dire. Pardon. Enfin, merci Philippe, hein, c'était super sympa. Mais vous, tu pourras, merci de l'applaudir très fort. Il est debout depuis 4 h du matin et je vois encore la pêche, il peut encore vous raconter plein de choses, mais on le fera autour de la petite table qui est derrière, je vous en prie, approchez-vous. Comme ça vous pourrez continuer à parler avec Philippe tranquillement. Merci d'être venu en tout cas.